Merci à la famille Tabary, monsieur et madame Tabary et leurs 4 enfants et vos enfants, qui nous accueillent dans leur ferme dans le cadre de ces rencontres vertes, première édition, suite à la terrachienne qui a vécu et que nous avons voulu relancer, notamment par l'alimentation bio et les produits du terroir. Céline va vous expliquer comment ont été remontés tous les questionnaires. Il y a eu pas mal de jeunes qui ont participé à tout ça, vous allez voir. Il n'y a que quelques porte-paroles. Bien sûr, on tient à ce que tout ça se déroule dans la courtoisie. On a demandé aux jeunes de rester polis, courtois, etc. Donc on a choisi comme des porte-paroles de qualité. Mais ils ont des vraies questions et on demande aux élus de ne pas avoir dans langue de bois, il faut leur donner des vraies réponses. Parce qu'ils vous attendent quand même, ils attendent des réponses. Voilà. Un peu leur questionnement sur leur vie future. Voilà, donc je vais laisser la parole à Céline qui va vous expliquer là-dessus. Je vous remercie. Bonsoir tout le monde. Alors moi je vais remercier l'ensemble des personnes qui sont présentes en les citant. Et après, comme M. Bajot vous l'a expliqué, je vous expliquerai un petit peu comment on a récolté la parole des jeunes par le biais du questionnaire qui va vous être présenté. Donc, Madame Marie-Françoise Bertrand, conseillère départementale de l'Aisne, Nelly Janier-Dubry, conseillère régionale des Hauts-de-France, M. Paul Véron, le président de la communauté de communes Tirage du Centre, M. Prince, le maire de Vervins. Nous avons ensuite M. Fricoteau, le président du conseil départemental de l'Aisne, M. Mérès, le maire de la Capelle, M. Cochet, donc qui est excusé, M. Basselier, le préfet de l'Aisne. Nous avons bien entendu les jeunes porte-parole, donc je les laisserai se présenter tout à l'heure. Nous avons donc les administrateurs de la TAR qui sont présents. Nous avons également les animateurs jeunesse des centres sociaux avec qui nous avons travaillé, également les Francas. Nous avons Madame Delahaye de Thiérache-en-Marche et Monsieur Leroy Olivier, Monsieur Denivet de la sous-préfecture de Vervins, Monsieur Simusiac. Et nous avons Madame Daverton, la sous-préfète à Saint-Quentin, Monsieur Langadry, le maire de Lerzy, Madame Machin et Monsieur Trochin. Voilà, donc au niveau des questionnaires, en fait, donc on va vous présenter les résultats d'une enquête qui a été menée à l'échelle du pays de Thiérache. Cette enquête, en fait, a été créée avec les centres sociaux partenaires, donc le centre social Diasson, mais également le centre social ATAR et les Francas. Donc c'est un travail partenarial qui dure depuis plus d'1 an. Voilà, sur un aspect jeunesse sur lequel je reviendrai tout à l'heure, mais en tout cas au niveau de l'enquête, voilà, ça a été préparé lors de réunions. L'objectif était vraiment de pouvoir récolter la parole des jeunes à l'échelle du pays de Thiérache. Donc on s'est appuyé sur l'ensemble des partenaires qui travaillent avec la jeunesse. Donc les collèges, les lycées, la mission locale, mais également les mairies, enfin voilà, l'ensemble des partenaires qui pouvaient rencontrer des jeunes au quotidien et qui ont distribué les questionnaires. Donc c'est pas loin de 400 questionnaires qui ont quand même été recueillis. Des jeunes de 12 à 25 ans qui ont pu s'exprimer sur différentes thématiques autour de la mobilité, autour des loisirs, de l'emploi, mais également leur avenir en Thiérache. Voilà. Donc Laurent Zingras, je suis directeur de tactique animation. Bienvenue dans le poulailler à Lerzy, donc dans une ferme, je crois que vous avez remarqué. Hein, ça nous fait très plaisir. Alors, on est honoré, voilà. On est honoré que les personnes se déplacent. C'est un exercice qui est un petit peu compliqué, hein, en tout cas, voilà, ça nous fait très plaisir. Alors certains, pour venir en tirage, ont dû prendre la voiture et un petit peu chercher, d'autres sont vraiment chez eux, et donc on va aussi s'apercevoir. On a vraiment ici la chance, ce soir, d'avoir tous les représentants à différents échelons. Hein. Donc voilà, on a aussi bien les représentants des communes que l'intercommunalité, d'un réseau et département. Donc par rapport à ça, c'est super, voilà, c'est un petit peu comme ça. Voilà. Ensuite, vous dire aussi qu'il y a la presse qui est donc présente, la Tirage, l'Union, les Nouvelles, Web Radio des Francas, hein, donc une association qui est départementale, mais là qui est sur Ilson, et la télé, donc Ma TV et WEO. Voilà. Tous les partenaires, je pense que personne n'a été oublié. Donc, ma lourde tâche ce soir, ça va de donner un petit peu les règles du jeu pour tout le monde. Hein. Donc, voilà. Donc, effectivement, la première des choses qu'on aimerait bien, c'est que les élus s'adressent aux jeunes. Donc, de ne pas rentrer sur des débats trop techniques. Hein. Effectivement,
On a préparé avec les collègues de l'ACTAR, avec les collègues du Centre social d'Hirson, on a préparé ce petit temps de débat, mais c'est vrai que on s'est interdit de censurer les questions. Alors, voilà, certaines questions, toutes les questions sont écrites par les jeunes, préparées par les jeunes, et après on va vous demander systématiquement qui a envie de répondre, parce qu'on va effectivement, les différents thèmes, c'est sur les déplacements, question de la mobilité, la formation et l'emploi, les loisirs, et l'avenir des jeunes en tirage. Donc, vous allez voir, ils ont aussi leur propre vision des choses. Donc voilà. Ensuite, on va aussi une obligation pour tout le monde, c'est de parler au micro. Comme les copains de la web radio vont enregistrer les débats, il faut effectivement qu'on puisse bien être amplifié. Voilà. Donc il y a des micros qui pourront se promener dans la salle. Donc ça c'est une autre value. Voilà. Et ensuite aussi, on s'est dit, allez, on va un petit peu comment dire, être sûr que la parole soit vraiment partagée. On a mis en place un compteur. Voilà. Alors sur ma droite, donc sur votre gauche, vous avez un compteur. Voilà. Donc pour avoir une parité, parce qu'on sait que les jeunes parlent beaucoup. Voilà. Et donc on s'est dit, il faut aussi quand même laisser de la place pour que les élus puissent aussi parler, intervenir. Voilà. C'est vous qui l'avez dit, hein. Donc, voilà. Alors justement, Monsieur Prince, tout de suite, voilà. Alors ce qu'on s'est dit, parce que c'est vrai que poser une question, souvent, c'est assez court, hein. Après la réponse demande quand même un certain développement. Donc c'est vrai que du coup, Monsieur Jacques Pachot est devenu jeune, Céline Badi, elle n'a pas eu trop de mal. Voilà, moi, bien sûr, je vous laisse chacun votre propre opinion. Merci Monsieur Prince pour votre timide. Je crois qu'on a le même âge, hein, pour l'information. Voilà. Voilà, merci. Donc voilà, ça marche. Donc pour démarrer comme il se doit, un tour de présentation de chaque jeune. Voilà, on vous laisse vous présenter. Donc là, il y a un protocole qui est organisé. Attention, chacun sait ce qu'il a à faire. Plus ou moins à l'aise au micro. Donc voilà, c'est parti. Élise. Bonjour à tous. Je m'appelle Élise, j'ai 25 ans et j'habite à Étreux. Je suis originaire d'Étreux et je suis actuellement en service civique à Tactique Animation. Bonjour aussi, ça va changer. Je m'appelle Chloé, j'ai 19 ans, j'habite à Berlin depuis 19 ans et je suis en service civique aussi à Tactique Animation de Berlin. Bonjour à tous, donc moi c'est Guylain Trikim, donc j'ai 22 ans, j'habite à Froidestrée, je suis originaire du Pas-de-Calais, à Lens. Ma situation en ce moment c'est que je travaille à la communauté de communes en tant que salarié, donc je suis au chantier d'insertion et donc je passe à la. Bonjour, je m'appelle Fabien, j'ai 18 ans, je suis originaire d'Hirson, de Tirage, et je suis en terminale L au lycée Joliot à Hirson. Bonjour, donc je m'appelle William, j'ai 14 ans, je suis en 3e au collège de l'Enfant Jésus à Hirson. J'y suis né et j'y habite toujours. Bonjour, je m'appelle Zélie et j'ai 14 ans. J'ai un appartement de fonction à Lens et j'ai une maison à Rennes. Et je suis originaire de Lens et je suis collégienne. Bonjour, je m'appelle Iliane, j'ai 17 ans, j'habite à Menton, je suis originaire d'ici et je suis lycéen au lycée d'Hirson en terminale. Bonjour, je m'appelle Laurie, j'ai 17 ans aussi, j'habite à Saint-Michel, je suis originaire de Saint-Michel et en ce moment je suis au lycée Joliot-Curie à Hirson en terminale S. Voilà, donc on voit qu'il y a des profils très, très différents et des âges aussi différents. Donc on va laisser Élise qui a accepté, qui est la plus âgée de l'équipe, hein, qui est devant nous justement. Voilà. Donc qui va vous présenter, qui va analyser l'enquête qui a été faite auprès des jeunes. Voilà. Merci. Donc je ne vais pas revenir sur les conditions questionnaires puisque Céline nous en a déjà parlé. Mais on va d'abord faire un petit point sur le profil des jeunes qui ont répondu au questionnaire, parce que vous avez vite remarqué que ça va impacter aussi les résultats qui en découlent. Donc, dans un premier temps, j'ai pu noter que la moitié des jeunes qui ont répondu ont entre 18 et 25 ans.
et que l'autre moitié, du coup, elle est partagée entre les 12-14 ans et les 15-17 ans. Donc il faudra bien garder en tête tout au long de cette analyse que finalement, déjà juste la moitié des personnes qui ont répondu sont mineures. Et la moitié de ces jeunes sont encore au collège ou au lycée. 97 sont sans emploi, donc sur quasiment 400 personnes. Et ensuite, quelques-uns sont en formation, en service civique, salariés, stagiaires, étudiants ou inactifs. Ils viennent majoritairement de tirage du centre. Donc là, on va passer un peu à toutes les questions qui concernaient les déplacements. Donc la première question qui a été posée était de savoir si les jeunes rencontraient des difficultés dans leur déplacement. Donc 162 jeunes dépendent de leurs parents, donc c'est ce que je vous disais, la moitié sont mineurs, donc forcément vont dépendre d'autres adultes, et 151 utilisent la voiture. Ces deux moyens de déplacement représentent la moitié des moyens qui sont mis en place, on va dire, autour de l'attirage. Donc là, vous voyez sur le graphique, juste en dessous du titre, la moitié donc, est représentée par soit le transport en voiture ou avec les parents. Environ un quart des jeunes considèrent qu'ils rencontrent des difficultés pour se déplacer. Majoritairement, la raison, c'est qu'ils n'ont pas le permis. 12 d'entre eux précisent qu'ils n'ont pas du tout accès au transport. Et on remarque aussi que 88 jeunes utilisent les transports, enfin les bus, pardon. Et donc, je trouvais que c'était pas tant que ça par rapport au fait qu'ils sont quand même la moitié à être encore collégiens ou lycéens, et finalement, il n'y en a pas tant que ça qui utilisent du coup les transports scolaires. Et donc 50 d'entre eux n'ont aucun accès au transport et 76 utilisent un vélo. Donc voilà, là c'était pour revoir un peu les modes de déplacement. On va en venir plutôt aux loisirs, aux activités que les jeunes pratiquent en dehors de leur temps de cours, leur temps de travail, etc. Et donc l'une des premières questions était de savoir si les jeunes s'ennuient en tirage. Et on se rend compte que 97 jeunes, je ne dis pas de bêtises, oui, c'est ça, 97 jeunes s'ennuient en tirage, pardon, donc sur les 400 qui ont été questionnés. Je pense que c'est aussi lié au fait que certains de ces jeunes rencontrent justement des difficultés pour se déplacer, parce qu'ils ont forcément un moins grand champ de possibilités pour s'occuper en dehors de chez eux. La moitié des jeunes pensent qu'il y a suffisamment d'offres de loisirs sur le territoire et 147 d'entre eux pratiquent une activité. Nous avons déduit que certains jeunes pratiquent plusieurs activités, car on remarque dans les graphiques qu'il y a 279 réponses sur les différentes activités, alors qu'il y avait beaucoup moins de personnes qui disaient pratiquer une activité. Donc parmi ces activités, le sport était en première place, suivi du loisir de très près, et après on descend à 43 jeunes qui ont des activités culturelles, et ensuite seulement 17 dans le volontariat et le bénévolat. Donc vers qui les jeunes peuvent se tourner pour se faire entendre ou pour répondre à leurs questions? Alors environ les 3/4 des jeunes déjà se sentent écoutés, et on observe qu'environ un tiers des jeunes souhaitent s'exprimer. Donc en fait, quand on regarde un peu les deux graphiques, finalement ils vont se compléter, on va dire. Donc peut-être que ces jeunes qui souhaitent s'exprimer sont ceux justement qui ne se sentent pas écoutés, et peut-être aussi que ce sont des jeunes qui sont dans certains, enfin le territoire de l'attirage est assez grand, et certains sont peut-être plus isolés, on va dire, que d'autres, ont peut-être moins de structures à disposition pour justement prendre la parole ou pour qu'on puisse répondre à leurs problématiques. Donc les jeunes vont essentiellement se tourner vers les points d'information jeunesse, puis la mission locale, les centres sociaux et Internet. Ensuite seulement, ils vont se tourner vers les parents, mais là pour toutes ces catégories, on va dire, pour toutes ces structures, la différence elle n'est pas encore très grande. Et ensuite viennent les établissements scolaires, les mairies, puis Pôle emploi.
Donc une fois encore, le fait que ce soit des mineurs, ça doit être pris en compte, puisque forcément, ils ne vont pas se tourner tout de suite vers Pôle emploi pour avoir des réponses à leurs questions. Et pour terminer, les questions tournaient autour de l'avenir anti-RH. Donc la première question était de savoir s'ils étaient heureux déjà, maintenant ou dans le présent, anti-RH. 246 jeunes sur 400 ont répondu que oui, et donc 121 ne s'estiment pas heureux anti-RH. Donc l'une des questions qui concerne aussi leur présent pour le moment, c'était autour des études, on va dire d'un présent dans le futur proche plutôt, pardon. Et donc 137 ne sont pas concernés par cette question. Seulement 83 jeunes souhaitent finir leurs études anti-RH, alors que 147 souhaitent finir leurs études ailleurs. Donc je pense que ça peut s'expliquer par le fait que la possibilité de continuer ses études à partir du bac et au-delà sont peu nombreuses anti-RH. Ou en tout cas pas assez diversifiées. Donc 224 jeunes sont inquiets pour leur avenir et 236 comptent partir, tandis que 143 sont confiants et 131 souhaitent rester. Donc pourquoi j'ai repris ceux qui sont confiants et ceux qui souhaitent rester ensemble, parce que le chiffre est quasiment le même, et je pense que ceux qui sont inquiets aujourd'hui sont ceux qui souhaitent partir à l'avenir, en fait, tout simplement. Et l'une des raisons les plus citées pour justifier cette volonté de partir, c'est le fait qu'il y a un manque d'emploi anti-RH. Je pense que j'ai fait le tour. Oui. Merci, Élie. Alors, ce que je vous propose, on va démarrer par le premier thème. Est-ce qu'il y a des réactions sur ce qu'a dit Élise, sur l'enquête réalisée? Pas pour l'instant. On aura peut-être l'occasion d'en revenir sans doute sur les différents sujets. Alors, on va démarrer effectivement les questions par thématique. Alors, ce qu'il faut savoir, un petit peu dans mon esprit cartésien, je dis on va travailler ensemble des questions, on va bien formuler, qui veut poser telle et telle question. Et à un certain moment, certains jeunes ont dit là j'aurais peut-être une question en direct en fonction de ce que va dire telle ou telle personne. Voilà, donc c'est aussi une part du direct, hein, c'est très bien. Voilà. Donc on va commencer sur la question des déplacements, hein, tout ce qui est mobilité sur notre tirage. Alors quand on parle de tirage, c'est effectivement la grande tirage. Hein, c'est pas, vous avez bien vu dans la prestation qu'il y a des jeunes qui habitent sur différentes communautés de communes. Donc au niveau des déplacements, alors qui a envie de se lancer, qui a envie de poser la première question, et une fois que la question sera posée, après on verra effectivement, on va vous laisser le choix, qui a envie d'intervenir en fonction de ce que vous êtes, ce que vous représentez. Voilà. C'est parti pour les déplacements. Qui a envie de poser la question? On a dit qu'on laissait Élise un peu souffler, après l'enquête, se remettre de ses émotions. Voilà, allez Chloé, c'est parti. Moi, voilà, première question. Donc, comme on vient de le voir, il y a peu de déplacements, et du coup, je pense qu'en tant que jeune anti-RH, on est un peu obligé de passer le permis de conduire, et aussi d'avoir un véhicule. Et du coup, je voulais savoir comment la tirage peut accompagner les jeunes pour le financement du permis de conduire et d'un premier véhicule. Je pense que M. le député pourra en dire plus longtemps, mais à la mission locale, il a été mis en place des écoles sociales pour passer le permis. Bon, je sais que ça ne concerne pas des grands nombres, je ne sais pas s'il y en a parmi vous, mais bon, c'est un premier. Je sais que la mission locale a le souci de s'en occuper. Bon, après, je sais pas, j'ai vu ici dernièrement, ça concerne peut-être 30-40 jeunes au total, sur Hirson et sur Ruiz, je crois. Après, je sais que le député avait une idée au niveau national qui est intéressante par rapport au permis de conduire, mais il est vrai qu'au niveau de la mission locale, ça nous interpelle toujours de voir que 50% des jeunes qui sont inscrits à la mission locale n'ont pas de permis. Et c'est vrai que sur un territoire comme ici, c'est vraiment un sacré handicap. Voilà, tu veux peut-être compléter. Hein. La première question concerne un petit peu partout. Alors effectivement, la mobilité, c'est un des gros sujets de la ruralité, c'est un handicap. On sait qu'effectivement, le permis de conduire, c'est le passeport pour l'emploi quelque part. Alors, il y a différents dispositifs effectivement qui existent déjà
chez nous, dans différents secteurs. Il y a effectivement l'auto-école sociale. Il y a beaucoup aussi de maisons de l'emploi, pas forcément ici, parce qu'il n'y a pas de maison de l'emploi proprement en tirage, mais des missions locales où quelquefois aussi font ce qu'on appelle des plateformes mobilité, c'est-à-dire mettre à disposition des moyens de locomotion. La région d'ailleurs s'engage aussi à mettre à disposition des véhicules. Moi, ce que j'avais proposé, et ce qu'on voudrait expérimenter, parce que ici, on a envie que ce soit quelquefois, et Nicolas va pas me contredire, que ce soit une terre d'expérimentation pour certains dispositifs, parce que souvent le souci par rapport au territoire, c'est de pouvoir adapter des solutions qui soient bien efficaces sur les territoires. Donc l'idée c'était que les jeunes puissent acquérir leur permis de conduire, au moins la première étape, c'est-à-dire le code de la route, pendant la période lycée. Alors ça concerne bien sûr pas que le lycée, il y a les lycées professionnels, les lycées d'enseignement général, il y a aussi les CFA par exemple. Donc une première étape, je dirais, sociale, parce que quelquefois l'accès au permis c'est un problème simplement de finance dans les familles, c'est quelquefois dur pour les familles de pouvoir payer le permis de conduire aux enfants. Donc c'est la proposition que j'ai faite qui a un double sens. Donc pour l'instant je suis en relation avec le ministère, on devrait avoir une expérimentation, ils sont d'accord, la région est d'accord aussi peut-être pour participer sur différents établissements. Donc là je suis en train de travailler avec un lycée qui est proche de mon domicile, donc le lycée Sainte-Sophie, qui proposait, parce qu'il y a plusieurs objectifs, il y a un objectif bien sûr je veux dire social, et puis que vous puissiez en termes de mobilité d'acquérir déjà avoir cette première étape. Deuxième souci, c'est un souci pédagogique. Je pense que apprendre le code, c'est aussi un intérêt pédagogique. Ça permet quelque part, vous savez qu'on se comporte quelque part en volant comme dans la vie, le préfet ne va pas me contredire non plus, et qu'il y a des enjeux bien sûr de sécurité qu'on acquiert en fin de compte tout le long de la scolarité. Hein. Ça commence, je dirais, à l'école élémentaire, ça continue au collège. Donc au lycée, c'est presque du bon sens que de dire, ben là on essaye d'acquérir le code et pouvoir, dès que possible, bien sûr, à pouvoir accéder à la conduite. Je crois que la région, pour peut-être rajouter un petit peu, il y a des dispositifs aussi pour les cours de conduite. Je crois que c'est un enjeu essentiel, hein, comme je le disais, c'est vraiment le passeport pour l'emploi. Donc voilà, c'est une des propositions. Donc moi je suis en train de travailler dessus pour que ce soit mis à titre expérimental, parce que je pense que c'est un enjeu essentiel pour la ruralité. Mais c'est un passeport forcément important, comme vous dites, mais il sert que quand on a un véhicule avec. Et le permis, donc c'est à peu près 1000 €, c'est déjà assez cher. Et payer un véhicule, c'en est aussi. Et je pense que du coup, ça serait bien qu'il y ait des aides, peut-être pour les jeunes. Pas forcément, je sais qu'il y a des aides, mais il faut pas avoir faut être sur le chômage, pas le bac, tout ça. Et une fois qu'on a tout ça, on n'a pas d'aide. Donc peut-être remédier à ça. C'est assez compliqué, oui. Alors, je disais, il y a des structures qui ont développé ces plateformes de mobilité La région, je crois qu'il y a quand même quelques solutions qui viennent dans le sens des plateformes mobilité, c'est-à-dire mettre à disposition des véhicules. Alors quelquefois c'est pas forcément une voiture, mais ça peut être un scooter, ça peut être des vélos électriques quelquefois aussi, pour pouvoir aller justement avoir accès au marché de l'emploi. Je vais peut-être parler tout de suite de justement l'aide que la région apporte sur le prêt de véhicule. Donc on a voté il y a quelques mois un dispositif pour un prêt de véhicule quand les personnes venaient de retrouver un emploi, donc pendant leur période d'essai, la région peut leur prêter un véhicule. Et là on vient d'étendre le dispositif pour les jeunes qui rentrent en apprentissage, les personnes qui ont un emploi mais que leur véhicule est tombé également en panne, on peut leur prêter un véhicule pour 2 €. Et donc actuellement il y a une centaine de personnes dans la région qui ont bénéficié de cette aide-là. Et il y a Toyota, Volkswagen notamment qui se sont mis avec nous pour prêter des véhicules. Il y a également la RTA, donc la Régie des Transports de l'Aisne, qui met à disposition une dizaine de véhicules maintenant aussi pour le département de l'Aisne. Donc on essaye petit à petit d'enrichir ce parc automobile et puis de pouvoir aussi ouvrir davantage ce dispositif pour qu'il y ait une majorité de personnes qui puissent en bénéficier et que ça ne soit pas un frein pour l'emploi, le fait de ne pas avoir de véhicule. C'est 2 € par jour. Alors, Chloé, ça va? Moi aussi, au niveau du département. Le département. Donc, concernant la thématique mobilité de tirage, le conseil départemental a attribué une subvention
dans le cadre de l'appel à projet insertion au titre de son action d'auto-école sociale avec l'intermédiaire de l'UTAS de tirage qui concerne Guise et Yerson. Donc il y aura 30 personnes et ça va démarrer pour Guise, c'est en juin. Donc, et c'est un coût de 300, ça reviendra à 350 € pour 3 mois de formation. Ok, merci. Alors une autre question sur les déplacements, la mobilité. On va peut-être continuer, on donnera la parole après, parce qu'il y a plein de questions qui arrivent. Voilà, merci. Et ben moi justement, je vais rebondir un peu sur la question qui était posée et les réponses qu'il y a eu. Là, on donne des solutions pour passer le permis, pour avoir un permis, aller passer la formation. Le problème, c'est que sur le fait qu'on a, on n'a pas de véhicule, donc la question est comment partir de chez nous pour aller, par exemple, à Guise, si je ne me trompe pas, il y a quelque chose qui va être fait pour prêter des véhicules, tout ça. Comment on peut aller à l'endroit même où on doit passer la formation. Par exemple, je n'ai pas de véhicule, je ne suis pas de la région, donc je n'ai pas de famille. Comment je peux aller passer mon code ou mon permis, par exemple? Et sur les questions d'isolement aussi. Hein. Ouais. Est-ce qu'il y a des... On entend, c'est un témoignage. Est-ce qu'il y a des interventions de vos part Voilà. Yves-Marie, c'est Jacques ou Gavin? Oui, Marie Simoujac, président du conseil de développement, qui, comme son nom ne l'indique pas, rassemble les citoyens de bonne volonté pour contribuer à amener des idées et des solutions. Et donc, j'écoute avec intérêt, je remercie les organisateurs. Et d'ailleurs, certains dans la salle sont membres des conseils de développement. Nous travaillons en partenariat avec les communautés de communes et le pays surtout. Et justement, je voulais signaler qu'il y avait entre 2008 et 2017 un service qui s'appelait Transport à la demande. Et qui semblait peut-être pas très très connu. Toujours est-il que le pays a décidé de l'arrêter et est en réflexion pour savoir comment le faire évoluer. Donc nous, on travaille aussi là-dessus, donc c'est intéressant. D'ailleurs, s'il faut prolonger, je suis à votre disposition, le conseil est à votre disposition pour recueillir vos avis, parce qu'il y avait une grille, il y avait un système. Donc c'est intéressant de savoir comment vous voyez les choses pour le faire évoluer. Justement. Mais tu as raison, mais tu verras qu'il va y avoir des questions posées toujours par rapport au dépassement qui sont sur le thème. Puis toi qui je finis. Et justement, vous parlez d'Airbus, c'est bien ça? C'est ça. Ma question globale, c'était sur ça justement, je voulais la un peu. Mais justement, Airbus a été arrêté, c'était une très bonne idée. Ça a été mis en place, si je ne me trompe pas, pour les travailleurs, principalement au début, et puis après ça a été évolué pour tout le monde. Ouais. Par contre, moi j'ai voulu justement prendre le bus pour aller sur Yerson, je ne me trompe pas. Et j'ai eu le secrétariat qui m'a dit bon c'est terminé, machin. Le problème c'est que pourquoi ne pas mettre plutôt c'est avec des heures spécifiques. Oui, c'est ça. On nous déposait puis on venait nous toucher. Pourquoi ne pas faire une ligne de bus justement entre plusieurs villes? Parce qu'à Yerson, il n'y a pas un service de bus qui gère justement. On pourrait peut-être faire évoluer le service et puis venir ici dans les petites villes et puis pourquoi pas prendre les gens des petits... Après c'est l'isolement, hein, donc s'il n'y a plus de service, les gens restent chez eux et puis ils ne profitent pas des autres villes. Donc voilà. Alors, effectivement. Est-ce que c'est qui avait mis en place Airbus? Est-ce que c'était la communauté de communes? Non, c'était le pays. Le virage. Les 5 communes, c'était avec le soutien du département qui finançait la moitié du département. Et là, actuellement, quelle est la suite peut-être? Est-ce qu'il y a quelque chose qui se... On n'a plus de compétences mobilité, donc... Alors, au départ, c'était financé, en tout cas sur le coût résiduel, puisque c'était déficitaire. Donc le département finançait jusqu'à ce que la loi NOTRe s'applique. Et donc la loi NOTRe interdit au département d'avoir cette compétence mobilité, qui revient maintenant à la région. Et donc il est question de travailler avec la région dorénavant. Mais bon, comme tu l'évoquais à l'instant, le transport, c'est un problème de coût, évidemment. Et donc, lorsqu'il y a des lignes régulières qui sont organisées, même d'une ville à l'autre, on n'a pas forcément, on a un coût qui est trop élevé au regard du service rendu. Donc c'est la raison pour laquelle on avait des navettes qui étaient de moindre envergure et qui étaient générées uniquement en cas de demande. Donc, il faut rester sur cet état d'esprit, sinon c'est sûr qu'on n'arrivera pas à organiser une offre de transport parfaitement relative à ce que vous souhaitez. C'est impossible. Il faut le dire tout de suite, hein. C'est pas possible. Après, la question de mobilité, c'est quand même maintenant la région et les intercos. Alors ça, nous souvent dit
sur notre territoire, t'as pas de voiture, t'es mort. Voilà, effectivement, on sait très bien, actuellement, même au sein de Tactique Animation, quand on va embaucher du personnel, on va aussi poser la question quelque part, alors c'est peut-être discriminant, en disant est-ce que vous avez un moyen de locomotion. Voilà. Donc, en dehors des personnes volontaires en service civique, où là c'est un peu de chose, parce qu'on n'est pas sur un emploi, on est sur du volontariat. C'est effectivement un message, je ne vous apprends rien. Voilà. On continue, est-ce qu'il y a une autre question sur les déplacements? Non, pas point. D'accord. De votre côté, est-ce qu'il y a sur ce terme-là, par rapport au déplacement? Il y a un micro sur animateur micro. Le souci du transport, c'est quand même sur le fond un problème budgétaire. Ça coûte de l'argent, et effectivement sur des territoires comme le nôtre, où il n'y a pas moult clients, évidemment c'est très vite déficitaire. Donc je crois que c'est une question de politique sur le fond. Je sais que les jeunes, la politique ça fait un peu peur quelquefois, mais quelquefois il faut des politiques solidaires entre les territoires justement pour qu'il y ait les services qui puissent être rendus même s'ils sont déficitaires. Et c'est la solidarité qui doit prendre le relais de tout ça pour pouvoir tout simplement que chacun, quel que soit l'endroit où on habite, puisse avoir le même service. Et ça passe par la solidarité, parce qu'on l'a vu avec le transport allemand, ça coûte très cher. La région, je ne sais pas si elle prendra la relais à un moment, mais c'est pas facile non plus pour des questions simplement budgétaires. Je crois qu'on a tous envie de le faire. On est un petit peu coincé, je pense que les collectivités sont coincées budgétairement. Donc voilà, c'est plutôt un appel à la solidarité nationale. Si vous le permettez, je voudrais compléter l'intervention de Jean-Louis Bricot pour dire que, bon, bien sûr, la solidarité est importante, mais on ne peut pas tout demander à la collectivité publique, parce qu'au final, c'est le contribuable qui paye. Moi, je crois beaucoup à la créativité et à l'inventivité locale. Nous vivons une époque extraordinaire, avec des mutations extrêmement rapides. Les jeunes qui sont là sont très familiers des réseaux sociaux, d'Internet, beaucoup plus que nous. Et vous savez qu'en l'espace de quelques années, nos modes de vie ont complètement changé. Alors on parle du transport, le covoiturage, bon, on n'en parlait pas il y a 10 ans, on ne savait pas ce que c'était. Bon, aujourd'hui, ça s'est imposé. Il y a des sociétés qui fonctionnent très bien, bon, je ne les citerai pas, mais que tout le monde connaît. Voilà, donc essayons, et moi je considère que c'est les gens du cru, les habitants d'un tirage qui sont les mieux placés pour imaginer les solutions qui leur conviendront. Voilà, mais utilisons les nouvelles technologies et faisons en sorte de trouver localement, parce que je crois que vraiment la réponse elle est locale, c'est pas l'État qui va inventer la solution miracle qui conviendra à tous les territoires ruraux du pays. Bon, c'est aux acteurs locaux, et je compte beaucoup sur les jeunes, hein, pour inventer les solutions qui répondront à leurs besoins. Et ça ne passe pas nécessairement par l'injection de crédit public. Et je crois qu'il faut qu'on se sorte de ça de la tête. Là, on se projette dans le futur, mais dans 10 ou 15 ans, vous allez avoir des véhicules autonomes qui seront sans conducteur. Et je pense que ça, c'est la vraie révolution à laquelle il faut se préparer et sur laquelle il faut qu'on se positionne, notamment en tirage. Mais c'est demain, mais c'est bientôt. Donc en termes de, pour aussi être très pédagogique par rapport aux personnes présentes dans ce poulailler, n'est-ce pas, si on a envie d'avancer sur les questions de la mobilité, parce que la fois on en parlait avec Paul Véron, hein, de la communauté commune, les jeunes, enfin les habitants, on irait voir quelle organisation, est-ce que c'est une communauté de communes, est-ce que c'est le département, pour justement, et j'entends très bien d'inventer l'avenir, de réfléchir à ces questions de déplacement. Est-ce que quelqu'un de vous pourrait nous donner l'information qui, ces jeunes, qui les habitants qui sont dans le poulailler, devraient aller voir pour se dire tiens, on pourrait organiser peut-être une table ronde, un temps de réflexion, quoi. Au niveau du pays, il doit y avoir une commission qui doit se créer justement pour réfléchir sur comment répondre à la demande, puisque le transport à la demande tel qu'il se faisait ne se fera plus, c'est clair, la décision a été prise. Et en même temps, d'ailleurs, on n'a pas eu, enfin, il faut le dire, puisqu'on est là pour tout se dire, on n'a pas eu beaucoup de volonté de la part des personnes qui utilisaient le transport à la demande, qui ont regretté qu'il n'existait plus. Moi, je le dis à chaque fois, parce que moi, je pensais qu'on allait avoir une volée de Goer, ça n'a pas été le cas. Donc ça nous interpelle, nous, en tant qu'élus, pour aller dans le sens où, je ne dis pas qu'il ne correspondait à rien,
Mais en même temps, on n'a pas eu beaucoup de remontées de la part de la population pour nous reprocher de l'avoir arrêté. Bon, c'est surtout pour des problèmes financiers que ça a été arrêté avec le transfert de la région, enfin du département à la région, c'était dit. Par contre, effectivement, il y a une réflexion qui m'est souvent faite en tant qu'ancien chef d'établissement, c'est de voir les bus scolaires qui souvent sont à moitié vides ou à moitié pleins et qui vont d'un village à un autre. Alors je sais que c'est peut-être compliqué, mais je le dis parce qu'il y a souvent des habitants qui nous le disent, c'est quand même dommage qu'on ne peut pas prendre le bus par exemple de Clairefontaine pour aller à la Capelle et puis revenir le midi puisque le bus revient. J'en sais rien. Il y a peut-être ça ne coûte rien de plus. On peut le faire. Bon, non, mais c'est peut-être des choses, et je pense que parce qu'il y a quand même tout un réseau de circuits de bus scolaires. On m'avait dit que niveau assurance c'était compliqué. D'accord. Non mais voilà. Mais je pense qu'il n'y a pas une solution, c'est une multitude de solutions. Et en même temps, s'il y a, à mon avis, avec le Conseil du développement, il ne faut pas hésiter à les rejoindre, faire des propositions au niveau de la Commission du pays, parce que la réflexion est lancée là-dessus. Ah, Monsieur Prince. Intervention. Je suis un petit peu gêné parce qu'effectivement, tout à l'heure on a entendu des lycéens dire son, je suis proviseur du lycée, je suis là comme maire. Mais en même temps, tout à l'heure je me présentais avec vous sur notre jeunesse, moi aussi j'étais jeune en tirage, et j'ai été élève dans le lycée où je suis proviseur. Et j'ai un souvenir très précis des abords du lycée où il n'y avait pas de voiture. Aujourd'hui, quand je regarde les abords du lycée d'Hirson, mais c'est vrai sans doute dans d'autres villes, c'est rempli de petites voitures avec des A derrière. Et je me dis, et là je rejoins complètement monsieur le préfet, non pas parce que je suis fonctionnaire et qu'il faut toujours être en accord avec le préfet du département, mais voilà. Mais effectivement, moi je trouve que s'il y a bien quelque chose à faire, parce qu'effectivement, se retourner vers les collectivités, quel que soit le sujet, on fait que ça. Et nous, on est un peu hypocrite, on vous dit qu'on écoute, mais au final, on a une petite pensée derrière en disant, on ne peut pas tout faire. Et quand on est élu, on a du mal à dire non. Donc on ne vous dira pas comme ça, mais en réalité, c'est quand même un sujet dont il faut que vous en parliez. Monsieur le préfet a cité des applications privées qui existent. Moi, je suis toujours surpris quand je vais, allez, on va dire les choses, sur Blablacar, par exemple, il y a très peu d'offres en tirage. Vous l'utilisez très peu. Je suis très surpris, tous les matins, je fais Vervins-Hierson, le soir, je fais Hierson-Vervins. Je ne croise que des voitures avec des gens, un chauffeur. En ce moment, moi, je suis à deux parce que ma fille est au lycée, mais pendant combien d'années j'ai pris la voiture tout seul. Et je me dis qu'il y a quand même des choses à faire. Et franchement, alors, je ne sais pas si au niveau du pays, si au niveau de la communauté de communes, il faut qu'on réfléchisse à ça, mais effectivement, même d'un point de vue écologique, hein, quand on voit toutes ces voitures tourner à vide, on va dire des choses comme ça, on dit quand même, moi je fais la route tous les jours, et tous les jours, je suis quasiment les mêmes voitures. Ça me permet d'ailleurs de savoir si je suis en retard ou pas. Et je me dis, un jour, ce serait peut-être pas mal de discuter avec le type qui est devant, et puis de se dire, tiens, si on montait à deux dans la voiture, quoi. Voilà. Mais vraiment, moi je crois plus à ça, parce qu'effectivement, hein, Nicolas Foucault en parlait tout à l'heure, et puis d'autres élus, les contraintes budgétaires sont fortes sur les collectivités, c'est normal. Hein, derrière, on a des gens qui, à l'automne, nous rappellent que les taxes d'habitation, les taxes foncières sont élevées, qu'il faudrait baisser les impôts. Et donc on n'en est pas à imaginer de nouvelles dépenses, on a imaginé comment on dépense mieux, et puis, enfin voilà, donc si tu veux, Chloé, cette question, qui peut nous aider à financer, etc., c'est une question que je comprends que tu la poses, mais aujourd'hui, je maintiens que les jeunes de tirage doivent aussi prendre des initiatives. Vous êtes, j'ai vu d'ailleurs, hein, en ce moment, on a des problèmes de grève SNCF, vous êtes tous sur vos smartphones, vous savez que le train ne sera pas là, machin, mais peut-être qu'il faut que vous investissiez ces applications-là aussi pour vous arranger entre vous. Vraiment. C'est un peu moralisateur ce que je dis, mais voilà, c'est ce que je pense réellement. D'accord, merci beaucoup. Donc on va clore le premier sujet. On aura l'occasion d'y revenir par d'autres biais, vous verrez ensuite. Donc là, on va parler des questions autour de la formation et l'emploi. Voilà. Alors, la formation et l'emploi, qui se lance? C'est parti, quelqu'un? Donc j'ai une question. Donc, que pensez-vous de la misère sociale très présente sur notre territoire? Donc par la misère sociale, j'entends dire le taux de chômage qui est assez élevé. Donc j'aimerais savoir ce que vous pensez de ce phénomène. Taux de chômage sur la tirage.
Qui a envie, notre animateur jeunesse. Oui. Voilà, c'est vrai que c'est une intervention. Le taux de chômage, il est extrêmement élevé, il est de près de 16% dans l'arrondissement de Vervins. 15,4 dit M. Denillet, voilà, c'est le plus élevé de l'Aisne, c'est un des plus élevés de la région de France et de métropole. Évidemment, pour les pouvoirs politiques, je considère que c'est vraiment la priorité numéro 1 de contribuer à la relance économique de ce territoire, comme d'autres, dans l'Aisne, il n'y a pas que la Thiérache. Voilà, tout le monde sait que ce ne sont pas les administrations qui créent l'emploi, pas plus, les collectivités en créent un petit peu, mais enfin, ce sont des collectivités publiques, ce sont les chefs d'entreprise qui créent l'emploi. Donc voilà, notre rôle à nous, service de l'État, c'est de faire en sorte que le climat soit le plus propice possible au retour, à l'implantation d'activités nouvelles sur ce territoire. Voilà. Alors à côté de ça, bien sûr, il y a des politiques pour accompagner les demandeurs d'emploi, pour prendre en charge les publics en grande difficulté. Voilà, mais bon, ça, ce sont des mesures palliatives. Voilà. Ce ne sont pas ces mesures-là qui permettront de retrouver un taux d'activité satisfaisant. Voilà, ce sont des filets sociaux. Bon, ils sont indispensables, bien entendu, mais la solution ne viendra pas de là. Voilà. Donc, je vous fais un peu la même réponse que pour les problèmes de mobilité. La puissance publique a le devoir, bien sûr, d'aider les populations fragiles, d'accompagner les jeunes, par exemple, mais ce n'est pas l'État qui fera baisser le taux de chômage de 15 à 9%. Ça, c'est par l'arrivée de nouvelles activités économiques, la croissance des entreprises qui sont implantées sur le territoire, et il y a de très belles entreprises en Thiérache. Je pense aussi à l'agriculture, naturellement, qui est un atout de ce territoire. Voilà, c'est grâce à cela que nous pourrons faire reculer durablement le chômage. Merci. Il y a une autre question donc, sur les questions de l'emploi? Moi j'ai une question, comment dire, sur le développement des commerces. C'est-à-dire que là on développe beaucoup dans les grosses villes, je sais pas, on croise qu'on va à la Capelle, on a une boulangerie, on a plein de choses, des centres commerciaux, tout ça. Mais le problème, pourquoi on ne pourrait pas développer le commerce dans les petites villes? Alors je dis pas qu'à Froidesclés on pourra mettre, je sais pas, un commerce, parce que 190 habitants, mais en fait ça reste une grande axe, donc on pourrait dire une petite boulangerie, les gens ils passent pour aller travailler, et puis ils vont à la boulangerie. Mais pourquoi, justement, ma question c'est pourquoi ne pas développer le commerce dans les petites villes, et donc aider l'emploi de proximité des gens qui aiment leur ville et puis qui voudraient travailler à l'intérieur, quoi. Que ça soit dans le commerce, dans des magasins ou dans d'autres choses, dans la fabrication, dans l'agriculture, dans l'enseignement, enfin plein de choses comme ça. Et donc voilà, aujourd'hui, quand je vais à ma mairie, je me rends compte qu'il n'y a pas de bâtiment pour installer mon entreprise ou quelque chose comme ça, mais peut-être qu'on pourrait, dans des villes où il y a des bâtiments à disposition, dire à certaines personnes qui veulent se lancer, aller dans cette ville et puis développer votre commerce, quoi. C'est le maire de Vervins qui a un micro. Oui, j'ai appuyé sur le bouton. Voilà. Alors, bon, tout à l'heure, j'ai entendu grande ville, petite ville, et puis j'ai entendu centres commerciaux à la Capelle, enfin voilà. À Vervins, entendons-nous bien, nous sommes des petites villes. Voilà. Et ce qu'on essaie, c'est déjà aussi, dans ce que vous appelez des grandes villes, visiblement, en tout cas dans nos petits bourgs, de maintenir des commerces. On n'est pas sans rien faire. C'est un petit peu, je reviens un peu sur ce que Laurie disait, que pensez-vous de la misère sociale? On ne l'anime pas. D'accord? Moi je le constate comme toi, je ne vais pas développer ça, mais et c'est la même chose pour vous. Je ne suis pas en train de me gargariser de l'arrivée d'un commerce en disant tout va très bien, etc. Moi, je
Tout à l'heure, je vous ai dit que j'étais un tirachien, j'étais enfant à Verva. Quand j'étais enfant à Verva, quand je montais au collège, je traversais la rue principale et il y avait des commerces partout, quoi. Et ces 10 dernières années, on a vu les commerces fermés. Alors on fait des essais, par exemple nous à Verva, on a mis en place un dispositif pour aider des gens qui voudraient prendre des initiatives, qui voudraient ouvrir un commerce, pour les aider à payer un loyer. C'est-à-dire qu'on dit, voilà, on va vous payer 75% du loyer, voilà, il y a une boutique vide, là, si vous voulez vous y installer, la ville, tous les mois, va vous verser l'équivalent de 75% du loyer. C'est passé au contrôle de légalité au niveau de la sous-préfecture, on l'avait fait à l'époque avec Madame Bureau. Et donc voilà, c'est ce qu'on fait. On a fait des essais. Depuis 2 ou 3 ans qu'on a mis ça en place, on a ouvert 5-6 boutiques, et sur les 5-6, il y en a 3 qui ont fermé. En réalité, derrière, c'est quand même, nous, j'allais dire les collectivités, on peut créer les conditions. Après, c'est les consommateurs. Moi, la libraire, tous les matins, elle me tombe dessus. Ça marche pas, Verva, etc. Les gens ont des abonnements pour leur programme télé, ils reçoivent le programme télé directement à la boîte aux lettres. Les gens vont chercher le Auto Plus ou je ne sais quelle revue directement dans le rayon du supermarché en achetant les petits pois et puis la baguette de pain sous cellophane. Enfin, voilà. Aujourd'hui, on est tous responsables. Hein. Il ne faut pas non plus toujours se retourner vers les élus. Moi, j'essaie, à mon petit niveau, j'ai 3 enfants, donc on consomme un petit peu, j'essaie de faire marcher les commerces vervillois. Voilà, j'essaie d'acheter mon beefsteak chez le boucher qui vient d'ouvrir, j'essaie d'acheter mon pain, et c'est ce que je fais chez le boulanger, bon, qui n'a pas trop de soucis, alors on va pas le plaindre. Mais voilà, j'essaie de faire fonctionner, y compris les commerces qui ont un peu de mal à vivre. Mais la réalité, elle est là. Et alors, contrairement à ce que j'ai dit tout à l'heure, on est complètement dans l'inverse. Tout à l'heure, je vous disais utiliser de nouvelles technologies, et malheureusement, les nouvelles technologies, aujourd'hui, ont tué notre commerce. Aujourd'hui, la libraire, les gens qui vont chez la libraire, ils ne vont pas pour acheter une revue, ils vont pour récupérer le colis d'Amazon, de je ne sais quel gros distributeur informatique, là, ou je sais pas quoi, enfin voilà. Voilà, on est tous responsables, hein. Je pense que tous ces sujets-là, il faut vraiment, on va tous les lister évidemment, mais à un moment donné, moi ça fait toujours un peu bizarre quand on dit vous les élus, les politiques et ça, moi je me considère pas comme ça, je me considère citoyen comme vous, et j'essaie dans mon mode de vie de faire vivre notre tirage, voilà, et il faut que tout le monde on fasse la même chose, quoi. Je ne sais pas si je suis... Mais en fait, de manière générale, les entreprises, enfin les commerces c'est une entreprise, les entreprises c'est un peu la même façon, c'est un peu la même chose, c'est qu'elles s'installent là où elles vont pouvoir avoir un équilibre budgétaire. Donc c'est-à-dire que si vous installez un commerce là où il n'y a pas de clients, vous n'y arriverez pas. Et de la même façon, les entreprises, elles s'installent là où elles vont tirer un peu de profit. Donc la problématique aujourd'hui, c'est l'emploi de manière générale, et on est dans des secteurs qui ne sont pas attirants, qui ne sont pas attractifs pour les entreprises d'une manière générale, et après, évidemment, il y a la population qui découle de cet emploi. Si vous avez de l'emploi, vous êtes la population, et derrière, il y a tous les services, tous les commerces qui viennent s'installer parce que c'est rentable, c'est tout, c'est aussi simple que cela. Donc aujourd'hui, moi je ne suis pas tout à fait d'accord avec monsieur le préfet quand il dit que l'initiative doit être locale. Il n'y a pas de langue de bois, mais bon, il n'y a pas de difficulté à échanger sur le sujet. Moi je pense qu'il faut aussi créer les conditions d'une différenciation positive pour des secteurs comme le nôtre qui sont particulièrement en difficulté sociale. C'est-à-dire que quand on a 14% en général de chômage sur tout le département de l'Aisne et 16% en particulier sur la Thiérache, et que sur des secteurs plus urbains, la plupart du temps dans les métropoles, vous êtes à 4, 5, 6% de chômage, c'est qu'il y a quand même une différence d'attractivité. Donc cette attractivité, elle est souvent liée à la métropolisation, elle est souvent liée aussi à la géographie, la proximité de zones économiques ou parfois près des côtes, hein, parce qu'il y a aussi une attractivité touristique. Bon, il y a plein de critères qui font qu'il arrive un moment où les zones sont plus attractives que d'autres. Et quand on sait que les infrastructures se développent, notamment ferroviaires avec le TGV, d'une métropole à l'autre, les autoroutes, etc., et que nous, on n'a aucune infrastructure, ce qui fait qu'on n'est pas attractif pour que les entreprises viennent s'implanter. Il faut se poser la question du coût de l'emploi et de diminuer ce coût de l'emploi dans des zones qu'on aurait déterminées en fonction de leurs difficultés sociales. C'est ces questions-là qu'on doit se poser. Alors l'État s'est déjà posé ces questions, puisqu'il y a des zones franches où vous avez des exonérations, des zones de revitalisation rurale, vous avez des exonérations, mais on voit bien que c'est insuffisant pour combler ce déficit
en termes d'attractivité. Donc il faut vraiment que l'État réfléchisse sur des dispositifs qui soient plus incitatifs pour inverser une tendance. Et lorsque vous aurez un peu plus d'emplois, ben, tout le reste viendra avec. Hein, Et donc il faut qu'on ait cette démarche collective pour qu'on puisse se faire entendre auprès de l'État, auprès du plus haut niveau de l'État, pour qu'on ait des zones qui soient marquées avec une discrimination positive, donc notamment en termes de réduction du coût lié à l'emploi. Et là on redeviendra attractif et c'est là où on pourra retrouver peut-être un peu plus d'avenir et permettre aux jeunes évidemment de rester là où ils souhaitent rester. Alors, on est presque arrivé à une parité de temps, là, entre les jeunes et les élus, c'est pas mal. On va essayer de faire une intervention, mais il y aura encore d'autres questions hein, sur les... Oui, je vais revenir sur le commerce. Le commerce, de façon générale, a toujours évolué. Il y a une époque où il n'y avait que des petits commerces. D'un seul coup, on a vu apparaître ce qu'on appelait les grands magasins à une époque, hein, les nouvelles galeries, les galeries Lafayette, etc., nos prix. Et après, la grande surface. Aujourd'hui, on voit bien que les comportements d'achat ont complètement changé. Et tout ça, ça résulte, et puis on a des difficultés pour les petits commerces qui viennent se cumuler. Il y a d'abord l'e-commerce qui est en train d'exploser, vous le voyez bien avec Amazon, qui vont même aller sur l'alimentaire, c'est pas rien. Il y a aussi le phénomène des grandes surfaces qui se sont considérablement développées et qui font un espèce de siphonnage un petit peu de la clientèle du petit commerce. Il y a quelquefois aussi le problème de pouvoir d'achat, parce que les gens quelquefois ne vont pas dans le petit commerce pour des questions de pouvoir d'achat. Quelquefois des questions de surface aussi dans nos petites villes où les commerces sont trop petits, donc il y a quelquefois des choses à faire dans ce domaine-là. Donc il y a une volonté effectivement d'accompagner ces petits commerces. Alors ça va et Vervin il parle un très bon exemple hein, dans la requalification urbaine, parce qu'il y a aussi l'ambiance commerciale qui compte aussi. Il y a des dispositifs comme ça de soutien pour les loyers, mais malgré tout, ça restera dur parce que le commerce est en train de muter, comme il a toujours muté. Il y a des comportements qui changent. Les commerces qui résistent le mieux, c'est souvent les commerces où il y a un service associé, en fin de compte, au commerce. C'est pas que du négoce, il y a un service qui est associé à un service de proximité, donc ça peut les permettre de maintenir en place. Donc une nécessité d'accompagnement, mais malgré tout, ce ne sera pas facile pour certains petits commerces. On voit bien qu'il y a des évolutions où il faut simplement s'adapter. Et sur l'économie, effectivement, moi je rejoins ce que disait Nicolas. Il y a des dispositifs aussi qui existent pour accompagner les territoires, hein, c'est souvent des dispositifs de zonage. Donc il y a des zones franches, vous avez par exemple sur Saint-Quentin, il y a des zones de revitalisation rurale, des ZRR. On se rend compte que ces dispositifs sont peut-être pas assez puissants pour attirer des nouvelles entreprises. Il y a des secteurs qui mériteraient d'être développés, on le voit, ils sont déjà développés quand même en tirage. C'est là où il y a de la matière première, on peut, c'est une source de développement. Donc l'agriculture, c'est des matières premières, derrière c'est l'agroalimentaire, vous voyez bien, il y a quand même des entreprises agroalimentaires. Évidemment, il faut aussi des volontés d'entreprendre. Le rôle de l'État, le rôle des collectivités, c'est d'accompagner, on essaye je pense ici chacun de faire au mieux. Merci. Alors on va continuer. Est-ce qu'il y a encore des questions sur la formation, sur l'emploi? Bonsoir à tout le monde. Je voulais juste vous dire, peut-être vous porter un petit message d'espoir, parce que si on faisait la même réunion que là, dans 20 ans, vos enfants nous demanderaient de maintenir les grandes surfaces proches des villes. Le commerce, comme vous avez dit justement, change, et vous avez une chance en tant que jeune aujourd'hui, c'est que nous, la génération là qui est en train de vous parler, on est né à la fin d'un cycle. Et vous êtes né au début d'un cycle nouveau, vous avez tout inventé. Donc ne cherchez pas à recopier la société de vos parents. Vous avez une nouvelle société à inventer, celle des nouvelles technologies, pensez-y, parce qu'elle est entre vos mains. Alors, est-ce que... Merci. Vous avez une question? Moi, du coup, j'ai une question qui m'intrigue assez. En fait, du coup, je vais la poser au lieu d'expliquer pourquoi. Donc, en fait, pourquoi offrir l'opportunité aux 16 et 25 ans, entre 16 et 25 ans, de faire un service civique et pour autant ne le payer que 580 € par mois? Je veux bien comprendre que c'est une chance, mais cependant, moi j'avais un appartement et pour faire le service civique, j'ai dû en fait retourner chez mes parents parce qu'avec 580 € par mois, c'est impossible d'avoir un appartement et d'être indépendant. Donc finalement, le service civique nous mène à avoir une vie un peu autonome et finalement, on ne peut pas l'être.
Donc on va peut-être rappeler un petit peu le principe du service civique. Je ne sais pas qui a... Après, c'est vrai que... La question est bonne, hein, c'est sûr. Je ne sais pas si c'est peut-être au niveau de l'État, vous allez me dire. Monsieur Mandemortel, allez, monsieur, direction départementale de la cohésion sociale. Je vais pas argumenter sur la gratification de service civique, c'est vrai que c'est pas un emploi. Donc, c'est quand même 30 heures par semaine. Oui, mais c'est pas un emploi. Donc c'est vrai que c'est une mission. Donc aujourd'hui, c'est pas qualifié comme un emploi, donc c'est pas lié à une rémunération. Donc voilà. Donc, après, il y a une réglementation qui s'applique. C'est vrai qu'aujourd'hui, la gratification, elle peut être faible, mais elle est comme ça. Et donc c'est pas normal. Mais en fait, pardon d'insister, parce qu'effectivement, vous dites je fais 30 heures par semaine, donc je travaille. En fait, vous avez une mission de service civique. Ça n'est pas un emploi. Vous n'êtes pas salarié. D'ailleurs, vous n'en avez pas les mêmes droits, mais pas non plus les mêmes obligations. C'est une mission qui est faite pour acquérir une expérience, certaines valeurs aussi. D'ailleurs, je suis sûre que vous apprenez plein de trucs ici, développés vers les autres, l'intérêt général, la citoyenneté, les valeurs de la République, etc. C'est vraiment volontaire. C'est un peu pour mettre le pied à l'étrier, c'est pour découvrir de nouveaux horizons, mais ça n'est pas un emploi. Donc, ça n'est pas rémunéré comme un emploi. Mais je comprends que ce ne soit pas assez sympa pour payer son loyer. Ça, il n'y a pas de doute. Bon, c'est vrai que c'est marqué effectivement dans le temps aussi. Hein. C'est limité à 10 mois. Voilà. Alors moi j'ai une question de la part d'un jeune qui n'a pas pu venir. Et alors bien sûr qui habite en tirage. Alors c'est une question quand même, j'allais dire, assez épineuse sur les contrats aidés. Voilà. Alors j'ai un copain qui termine un contrat aidé. Donc c'est un jeune qui parle. J'ai un copain qui termine un contrat aidé. Maintenant il est au chômage, car il n'est pas assez formé pour trouver un travail, et l'association n'a pas assez de finances pour le garder sans l'aide de l'État. N'y a-t-il rien à faire dans un territoire rural comme le nôtre? Donc il ne parle pas d'ailleurs, il dit ici, sur nos territoires, est-ce qu'il n'y a rien à faire par rapport à ça? On était en train de se demander avec le sous-préfet qui répond. Évidemment, là, le jeune met le doigt sur un dossier difficile, puisque le gouvernement a décidé l'année dernière de revoir le dispositif des contrats aidés, sur la base d'une évaluation du dispositif qui a montré que l'efficacité même du dispositif des emplois aidés qui avait pour but de remettre le pied à l'étrier à des demandeurs d'emploi. Cet objectif est loin d'avoir été atteint, puisque le taux, la moyenne du taux de retour à l'emploi pour les bénéficiaires de contrats aidés est de l'ordre de 25% à peine. Voilà, donc 1 sur 4 à peu près. C'est un dispositif qui coûtait extrêmement cher à la collectivité, donc pour une efficacité discutable et avec des dérives. Il faut se dire les choses. Hein. Je parle du droit des élus, ils ne diront pas le contraire. Mais il y a eu, puisque ces emplois étaient réservés aux collectivités publiques et aux associations. Je parle des CAE. Il y a eu, de la part d'un certain nombre d'employeurs de contrats aidés, une propension à recourir de manière très importante à ce dispositif, puisque l'aide de l'État était significative, sans assumer véritablement leurs obligations, les obligations qui étaient inscrites dans le dispositif depuis l'origine. Obligation de tutorat, obligation de formation, obligation de préparation au retour à l'emploi. Et qu'est-ce qu'on a constaté? On a constaté que dans un certain nombre de structures, eh bien, on faisait du traitement social du chômage, c'est-à-dire qu'on employait des gens pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, puisqu'il n'y avait pas de limite dans le temps, bon, mais sans se préoccuper véritablement des conditions dans lesquelles ils pourraient retrouver un emploi. Ce qui explique d'ailleurs le taux très faible que je citais tout à l'heure. Voilà. Donc le choix a été fait de réorienter
ce dispositif. Alors, d'abord, le volume des contrats a été revu à la baisse, et d'autre part, les règles qui s'appliquent au recrutement de ces contrats aidés qu'on appelle maintenant les parcours emploi compétences ont été rendues plus strictes, plus exigeantes vis-à-vis des employeurs. Voilà, parce qu'encore une fois, l'objectif, c'est de permettre à des personnes éloignées de l'emploi d'en retrouver un. Voilà. Donc, alors, je reconnais, hein, et je peux vous dire que pour nous, ça n'est pas facile, bien évidemment, que la réorientation du dispositif a pu mettre un certain nombre d'employeurs, mais aussi de personnes, hein, de bénéficiaires des contrats aidés, dans des situations extrêmement difficiles. Voilà. Alors, nous nous employons avec la DDCS, avec Pôle emploi, avec les missions locales, bien à assurer un traitement au cas par cas. Nous sommes à l'écoute pour les employeurs. Nous avons pu traiter un certain nombre de situations individuelles également, mais il n'en reste pas moins que nous ne reviendrons pas à ce que l'on a connu jusqu'en 2017, avec un système qui était, voilà, qui était un peu hors de contrôle, hein, il faut le dire. On recrutait des gens, ça arrangeait tout le monde parce que ça maîtrisait, enfin ça permettait de faire baisser les statistiques du chômage, ça procurait aux employeurs une main-d'œuvre à bon marché, mais les résultats en termes de réinsertion professionnelle n'étaient pas au rendez-vous. Alors, bon, moi, peut-être aussi, il y a un autre directeur de centre social dans la salle, et c'est vrai qu'un jour on s'est retrouvés, Olivier, je ne sais pas si tu te souviens, on était une vingtaine de directeurs de centres sociaux, et c'est vrai qu'on était très bouleversés au mois d'août, hein, alors après voilà, ça fait encore des fois penser au mois d'août qu'on est en vacances, et on avait fait une réunion un peu de crise à l'automne, et une vingtaine de directeurs de centres sociaux, et on a posé la question, qui a démarré avec un contrat aidé dans sa vie? Ben, il y a 80% des gens qui ont levé la main, et moi j'ai aussi levé la main, où des gens ont démarré par un contrat aidé. Le caméraman derrière moi il rigole parce que c'est aussi son cas. Vous voyez. Donc après c'est vrai qu'effectivement, alors est-ce que c'était une autre époque, voilà. On reste sur un débat et on essaie d'avancer. Est-ce qu'il y a encore sur l'emploi, le chômage? Jean-Louis, tu voulais? Je veux bien sur le contrat aidé. Ouais. Ou les micros, je sais pas où le micro. Ah, il est là. D'abord, il y a une différence entre le député et puis le préfet. C'est que le député vote les mesures ou les vote pas, et le préfet est chargé de mettre en application. Alors effectivement, la diminution que je n'ai pas votée, je le dis sincèrement, des contrats aidés, en gros il y en avait 350 000, c'est tombé à 250 000, ce qui a été voté dans le budget 2018. Donc ça a effectivement perturbé beaucoup le milieu associatif, notamment qui employaient des contrats aidés, beaucoup les collectivités, notamment les plus petites collectivités, qui avaient recours à ces emplois parce que budgétairement ça faisait partie des solutions, sans obtenir effectivement, et je confirme ce que disait monsieur le préfet, sur certains contrats, quelquefois en termes d'insertion professionnelle, ça n'a pas toujours été à la hauteur qu'on aurait pu souhaiter. Malgré tout, il y avait quand même, il faut quand même distinguer ce qu'on appelait les CUI, CAE qui étaient destinés plutôt aux adultes, et puis les dispositifs emploi d'avenir qui étaient destinés aux jeunes, les contrats d'avenir, qui avaient quand même pour vocation pour des jeunes qui étaient en décrochage, de pouvoir pendant 3 ans être rémunérés, par contre là au niveau du SMIC, hein, c'est la base, c'était le SMIC, sur un certain nombre d'heures, pas forcément du temps complet ou du temps incomplet. Quelquefois c'est à mi-temps, hein, mais c'est calculé sur la base du SMIC, et surtout d'avoir des formations. Alors effectivement, il faut aussi que les employeurs jouent le jeu de la formation, mais le but c'était quand même de donner aux jeunes. Tout ça, c'était supprimé. Moi, personnellement, je le regrette un peu. Il existe encore pour les jeunes la garantie jeune qui vous permet un accompagnement qui est personnalisé quand on est en difficulté. Malgré tout, ça a quand même mis un petit peu dans le milieu associatif et les petites collectivités. Ça a mis dans la mise aussi quelquefois des gens qui sont pas, qui ont des difficultés par rapport à l'emploi. Je pense surtout des adultes qui ont des difficultés, je veux dire qui sont difficilement employables, ce qu'on appelle le secteur marchand, et ça leur permettait d'être quand même dans l'emploi, d'être dans l'activité plutôt que de retourner à la case RSA pour certains. Merci. Bon, ouais. Tu
veux voir les petites interventions dans la salle quand même. Olivier, directeur du centre social de l'APTA. Oui, donc Olivier Lagrange, directeur du centre social APTA, et puis membre du conseil de développement. Oui, il y a quand même une grosse réalité qui a changé pour vous jeunes maintenant, qu'on se compare un petit peu à nous. C'est que les moyens, je dirais, les moyens dans les mains des élus sont moindres que ceux qu'il y avait auparavant. Les emplois aidés, de mon côté, enfin, longtemps, déjà ça a toujours existé. Enfin, moi, depuis, j'ai 45 ans, depuis le départ des années 80 avec les TUC, etc. Donc ça fait longtemps que ça existe. Là, c'est nouveau, ça s'arrête. Parce qu'il y a des priorités qui sont autres, qui sont dues aussi à des financements qui sont moindres. Somme toute, ça reste des choix aussi politiques. Donc, moi, je peux dire aussi qu'il y a des dispositifs existants, peut-être beaucoup, etc. Et je prends une petite expérience sur la tirage que j'observe au niveau du titre du conseil de développement, c'est l'évaluation de ces choses-là. Maintenant que les choses se passent, s'expérimentent, et ça s'évalue peu au regard de ce qui s'est passé. Et on apprend peu de nos expériences, et on a toujours un peu l'impression qu'il faut aller voir un peu ailleurs pour que les autres nous donnent une solution, alors qu'on a une multitude de compétences aussi sur place, et ce qui manque souvent, c'est un peu une mise en réseau qui a du mal à se faire. Alors je pense que chacun comprendra un peu les choses à tous les niveaux. Je dirais c'est pas facile de discuter, ça prend du temps de mettre des choses en place, mais par contre, on y gagnerait tous sur différents domaines. Je prends juste l'expérience d'Airbus, en fait, on n'a pas d'évaluation sur ce qui s'est passé. Alors que les centres sociaux ou autres structures pourraient avoir leur rôle sur les différents publics, comment ils étaient véhiculés, pourquoi et où. On pourrait prendre une partie du relais, je pense que d'autres structures pourraient le mettre aussi, les jeunes, il y a peut-être aussi des choses à penser. Sauf que voilà, il faut se mettre autour de la table et chacun un peu ses enjeux propres, voir, donc qui sont ses personnalités, tout le monde n'est pas forcément toujours d'accord avec tout le monde, mais ça nécessiterait pour le projet de bien-être de la tirage qui rentre dans sa globalité, de se retrouver un peu plus autour d'une table. D'accord, merci. Témoignage, juste dire en attendant qu'il y a Isabelle Ité qui nous a rejoint là-bas. Mais la problématique des emplois, il y a quand même une question de fond qui se pose sur les emplois aidés et sur l'opportunité de ces emplois aidés en fait. Alors effectivement, il y en a qui en ont profité, qui pouvaient financer des emplois de type pérenne et qui n'ont pas forcément, et qui ont plutôt actionné ce type d'emploi, tout en ayant le moyen de financer d'autres types d'emplois. Mais la plupart du temps, ça n'est pas le cas. La problématique, elle est là, c'est que les associations, les établissements médico-sociaux, les communes dans une certaine mesure, toutes les associations ou les entreprises d'insertion, elles ont des besoins de main-d'œuvre. Et le problème, c'est qu'elles ne sont pas en capacité de financer 100% de ces coûts. Donc la question qu'il faut se poser, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure sur des secteurs, on était plutôt sur des milliers de périmètres, d'avoir des emplois qui coûtent moins cher sur certains périmètres, mais il faut aussi peut-être qu'on se pose la question du coût de ces emplois sur certains services qu'on rend. Et c'est-à-dire qu'il faut que le coût de ces emplois soit moindre, et c'est en cela que l'État venait en support avec 70% d'aide, mais il faut peut-être s'inscrire dans la pérennité et non pas dans l'insertion. Et là, on inverse complètement l'ordre des choses. On préfère aujourd'hui, finalement, traiter socialement des personnes qui, aujourd'hui, n'auront pas l'emploi aidé, donc c'est le département qui va verser le RSA, alors qu'on pourrait tout à fait injecter les 500 € de RSA pour financer le coût d'un emploi et le rendre accessible, finalement, aux associations ou aux établissements d'insertion ou aux collectivités. C'est ce genre de questions qu'il faut se poser, dans la pérennité aussi, pas sur des chantiers qui sont uniquement destinés à assumer la vie d'une personne pour 2 ans ou 3 ans dans un établissement. Il faut se poser ces questions-là, en fait. Donc, mais la problématique aujourd'hui, c'est que le social est payé par le département, en tout cas ce qui concerne le RSA, on cloisonne, et finalement c'est peut-être l'État qui finançait les emplois aidés. Donc la question est de savoir comment on se met autour de la table pour peut-être avoir un traitement différent de ce type d'emploi et de l'inscrire dans la pérennité au regard des services qu'on rend. Ça c'est un vrai débat. D'accord, merci. Est-ce qu'on clôt le sujet et on passe au sujet numéro 3 ? Non, vas-y, on clôt. Tu as des questions sur... En fait, je voulais juste revenir... Ça marchait, c'est bon ? Ça marchait ? Ah. Donc je voulais juste revenir encore une fois, excusez-moi, sur le service civique. Mais en fait, si finalement c'est pas un emploi, pourquoi finalement les entreprises n'embauchent plus et justement se servent à prendre des services civiques au lieu d'emploi ?
Non, je veux dire pas d'entreprise, mais les personnes les organismes. Je peux me permettre peut-être de répondre, c'est effectivement ce qu'on appelle la dérive. J'ai vu le collègue là-bas qui est aux manettes, qui c'est son travail justement d'aider à faire la promotion du service civique. Est-ce que c'est le volontariat? C'est tout sauf un emploi. Voilà. Alors s'il y a des dérives, effectivement là, nous on est là aussi missionnés en partie par la DDCS pour redonner l'information par rapport à ça. On est vraiment le service civique sur c'est quoi une entreprise, c'est quoi une association, c'est quoi être dans la vie active, voilà, découverte de ce milieu. Alors c'est vrai que Chloé, alors peut-être pas toi, mais ça arrive aussi quand on découvre certains jeunes en service civique, ils arrivent, ils sont un petit peu timides, ils sont un peu maladroits, et au fur et à mesure, on s'aperçoit de la transformation de la personne, elle prend un petit peu des capacités. Voilà. J'ai répondu, hein, je pense que vous êtes d'accord avec moi. Merci. Alors, par rapport aux loisirs, alors c'est peut-être un sujet plus léger, on verra. Voilà, est-ce qu'il y a des questions sur les loisirs en tirage? Qui n'a pas encore, est-ce qu'il y a des questions? Alors j'ai une question sur les loisirs. Je me souviens en 2016, un garçon, du moins, il y a eu un événement dans ce qui concernait l'exposition par des artistes ou pseudo-artistes. Et justement, on n'avait pas eu l'information qu'il y avait ça à Garçon. Et la seule information qu'on pouvait, ou du moins on pouvait l'obtenir, c'était par un journal. Est-ce qu'il n'y a pas un moyen justement de remédier à cela pour obtenir plus d'informations, par exemple via la poste ou un autre moyen? Alors, chercher l'information. Ouais, c'est ça, effectivement, on en a discuté. C'est vrai que par exemple, c'était un document sonore qu'avait fait le centre social de la Part, et donc avec des jeunes qui revenaient d'Écosse. Et donc la jeune qui avait 15 ans, elle disait en tirage il se passe plein de choses, il faut seulement faire une véritable enquête. Hein. Et donc un peu c'est ce qui ressort avec ce que dit ce jeune. Il se passe des choses visiblement pas loin de là où tu habites. Hein. Voilà. Et donc il n'a pas l'information. Alors voilà, je ne sais pas si vous avez quelque chose à dire par rapport à ça. Enfin. Allez. Oui, Marie Jacques, Conseil du développement. Nous avons proposé depuis longtemps un calendrier tirachien de toutes les manifestations. Donc on l'a déjà proposé au pays, mais c'est long à mettre en place, effectivement, mais il faudrait creuser l'idée, parce que je ne sais pas si c'est réalisable, mais en tout cas, je profite du fait qu'il y a beaucoup de partenaires ici pour dire peut-être mettre tous, parce qu'effectivement, il y a une défaillance du fait du cloisonnement de la tirage en différentes entités. Moi, j'ai envie de poser une question à ceux qui sont de la tirage du centre. Chaque année, on édite un livret culturel. Ouais. Donc, vous le connaissez, ceux qui sont de la tirage du centre, vous le voyez, vous le regardez. Parce qu'on se pose la question si on doit continuer justement à le faire tel qu'on le fait, parce qu'on en trouve pas mal, parfois à la déchetterie, par paquet de 10 ou 15. Donc on se dit, ils n'ont pas été distribués. Donc, non mais, il faut dire les choses telles qu'elles sont. C'est intéressant de savoir, parce que c'est un livret qui répertorie sur toute l'année, à partir de septembre à septembre de l'année suivante, toutes les diverses manifestations que les communes, les associations du territoire de du centre organisent. Alors bien sûr, c'est très variable, hein. Il y a des expositions, etc. Il y a des concerts, mais nous, la question qu'on se pose toujours, c'est un coût. Est-ce que tout le monde le garde? Est-ce que tout le monde le regarde? Est-ce que tout le monde l'utilise? Mais il n'y a pas que ça, hein. Il y a des sites internet. Je pense aussi qu'aujourd'hui, il y a peut-être une difficulté, parce que c'est qu'il y a beaucoup d'informations sur les réseaux sociaux, sur internet, etc. Il faut aller, c'est peut-être un peu diffus, et parfois, on s'aperçoit effectivement que les gens ne savaient pas. Dernièrement, il y a eu une manifestation à la Flamanderie, là, sur la guerre 14. Il y a eu très peu de gens, même des gens de la Flamanderie, ne le savaient pas, alors qu'on avait l'impression d'avoir fait une communication. Donc c'est vrai qu'il y a un problème de communication, peut-être, mais la question c'est quels sont les bons réseaux utilisés. Alors peut-être aussi, en parlant de communication, peut-être ce que disait M. Avancy pour rebondir, c'est aussi de se dire, on sait très bien que la jeune génération ne communique plus et ne communique pas comme nous. Et donc voilà, donc nous, on a effectivement peut-être aussi à écouter d'autres manières de communiquer. Ça c'est peut-être aussi une nouvelle association à créer
de dire les élus, peut-être écouter un petit peu plus les jeunes et à voir quel type de communication différente peut se mettre en place. Voilà. Au niveau des loisirs, est-ce qu'il y a encore des questions? Non? Oui, vas-y. Bonjour, donc je me demandais, sur le sondage, on l'a vu, il y a à peu près un quart des jeunes qui ont répondu au sondage qui s'ennuient. Et j'ai remarqué qu'à part dans Hirson ou Guise ou des villes comme ça, il y a des piscines ou des cinémas. Mais à part dans des villes comme ça, dans les villages, il n'y a rien à faire. À part peut-être des balades, mais... voilà. Voilà. Et par exemple, je connais quelqu'un qui habite à plus d'une heure d'ici, et des fois il doit prendre le bus jusqu'à Hirson, que ce soit pour l'école, ou même pour le cinéma. On devrait trouver quand même au moins un petit cinéma de quartier à peu près partout. Ça serait pratique. Donc vous savez comment on pourrait y remédier. La question. Monsieur le préfet. Parfaitement la question. Alors, je me permettrai de faire une petite remarque, si vous le voulez bien, sur l'enquête, que j'ai trouvée très intéressante. Mais je ne suis pas sûr que si on avait posé les mêmes questions à des jeunes d'autres territoires que l'Attirage, les réponses aient été fondamentalement différentes. Hein, personne ne peut l'affirmer, mais finalement les résultats ne me surprennent pas outre mesure, et je pense que même en milieu urbain, on aurait pu avoir des taux assez proches de ceux que vous nous avez présentés. Alors pour ce qui est de l'accès au film, bon, j'entends votre question, mais je suis un peu surpris parce que moi j'ai un fils qui a 18 ans et qui m'explique que le cinéma s'est dépassé. Et que maintenant, les films, on les regarde en streaming, sur son smartphone, sur sa tablette. Bah, pas toujours. Mais enfin bon. Voilà, bon, donc moi je veux bien qu'on mette des cinémas, mais on revient au débat qu'on a eu tout à l'heure sur les commerces. Bon, un cinéma, c'est une entreprise commerciale, sauf à ce qu'il soit géré par la collectivité, bien évidemment, mais c'est pour faire du contribuable. Donc un cinéma, s'il n'a pas suffisamment de spectateurs, il mettra rapidement la clé sous la porte. Voilà, c'est aussi simple que ça. Mais encore une fois, sur ce type de questions, je crois, et je ne sais plus quel élu le disait très justement tout à l'heure, qu'il ne faut pas céder à la tentation qu'on a trop souvent dans notre pays de penser que c'était mieux avant. C'était pas mieux avant, c'était différent. C'était différent. Voilà. Mais très honnêtement, enfin, les gens qui ont 50, 60 ans aujourd'hui, je ne suis pas sûr qu'ils aient eu une jeunesse plus grosse que la vôtre. Hein, ils avaient leurs problèmes qui étaient différents, mais voilà, la vie n'était pas forcément très facile. Parce qu'on parle de mobilité, c'est vrai qu'en tirage, il y a des progrès à faire, mais il y a 20 ou 30 ans, c'était encore pire. C'était encore pire. Voilà. Donc on a quand même progressé. Voilà. Et aujourd'hui, nous vivons dans un monde où la technologie offre des potentialités qui n'existaient pas il y a encore 15 ou 20 ans, et dont il faut se saisir. Voilà. Donc moi je fais confiance aux jeunes parce que c'est vous qui trouverez les solutions. C'est pas nous, on est trop vieux. Bon, mais c'est vous qui allez les trouver les solutions. Mais de grâce, ne vous sentez pas obligé de recopier les recettes d'antan. Ça ne marche plus aujourd'hui. Moi, je vais être très précis sur le cinéma, Jérôme, parce que tu habites Hirson, j'ai bien compris. Nous, à Verdun, on a la chance d'avoir un petit cinéma, un cinéma associatif. On y consacre un peu d'argent, évidemment, puisqu'on subventionne ce cinéma. Moi, ce qui me gêne un peu, et ça rejoint un peu, vous allez dire, il est toujours d'accord avec le préfet, il est vraiment... bon, c'est prêt. Non, mais moi, ce qui me gêne beaucoup à Verdun, c'est que c'est une toute petite salle. C'est une toute petite salle et on n'a pas les sorties nationales. Et combien je croise de jeunes de Verdun qui disent « Oh ben nous, on va pas attendre 3 semaines pour voir le film qui vient de sortir à Hirson. » Donc au final, ce que tu dis, voilà, les jeunes vont effectivement aussi... Encore une fois, j'ai rien contre Hirson, hein, quand je dis ça, voilà, j'aurais pu dire Irlande d'ailleurs. Hein. En tout cas, bon, voilà. Je sais, y compris d'ailleurs dans ma famille, qu'il y a des jeunes qui vont voir la sortie nationale à Hirson, parce qu'ils ne peuvent pas patienter 3 semaines pour faire vivre le cinéma de Verdun. Et on se retrouve du coup avec assez peu de jeunes dans la salle quand même. Et du coup, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure sur le commerce, hein, à un moment donné, on est tous acteurs de ça. C'est-à-dire que nous,
on tient ce cinéma à bout de bras. On a d'ailleurs, alors je ne fais pas la promotion de la ville, c'est pas du tout le propos, mais on a même mis un peu plus d'argent qu'on mettait ces dernières années, parce que entre ce que coûte le cinéma et ce que vous payez en entrée, forcément, il y a ce qu'on appelle un déficit. Et le déficit, il est payé par la commune. Donc il y a quelque temps, l'association nous alertait en disant, écoutez, nous, avec la subvention que vous donnez depuis 15 ans, on s'en sort plus, il faut absolument l'augmenter. Donc on n'a pas 36 solutions, ou on l'augmente, ou on ferme le cinéma, on a augmenté la subvention, mais derrière, je regrette quand même, je le dis, alors on parlait d'un débat serein, on n'est pas dans les attaques, machin, mais à un moment donné, vous n'êtes pas que des victimes, excusez-moi de vous le dire, vous êtes acteur aussi, il est là pour vous, enfin, je crois que les Pierson, tu vas quand même pas venir vers moi, les jolies ou l'Arménois, il est là pour vous, le cinéma, et je regrette de ne pas voir beaucoup de jeunes dans cette salle. Chloé, tu le connais aussi bien que moi, non, voilà, tu le connais aussi bien que moi, mais il n'y a quand même pas beaucoup de jeunes qui vont au cinéma. Alors après, tu veux dire, il y a peut-être une histoire d'argent, mais en même temps, on sait bien que le billet dans ce cinéma est moins cher que dans les grands complexes. Voilà. D'accord, merci. Donc alors, c'est bon. On va passer au dernier sujet, parce que c'est vrai que le temps file. Alors là, c'est un sujet... voilà, alors tous les sujets sont importants, mais celui-ci parle de l'avenir des jeunes en tirage. L'avenir des jeunes en tirage. Et donc on a posé une question aux jeunes présents, en disant comment vous voyez votre avenir. Et donc là, ils vont vous faire part de leur état d'esprit aujourd'hui. Alors vous avez vu aussi qu'il y a vraiment des âges très différents. Voilà. Et on commence, c'est Élise qui passe la parole après, ainsi de suite. Ton avenir en tirage. Donc, moi j'aimerais rester en tirage à l'avenir. Mais voilà, c'est la question qu'on retrouvait tout à l'heure, c'est l'emploi. Là, ça va faire 4 ans que j'ai fini mes études et j'ai toujours pas eu, par un CDD, j'ai pas eu de réelle proposition d'emploi ici. Enfin, quand je dis proposition, bien sûr, c'est moi qui cherche, j'attends pas qu'on m'appelle. Mais voilà, c'est un peu compliqué, peut-être encore plus parce que je suis dans le domaine culturel. Il y a un peu moins de structure, mais justement, moi j'aimerais rester pour réussir à développer un peu l'accès à la culture, etc. Donc voilà, un peu moi ce que j'en pense. Pour l'instant, c'est incertain, mais je suis assez d'accord avec vous quand vous dites que c'est à nous aussi d'essayer de proposer des choses. Mais après, il faut voir comment les mettre en place. En fait. Voilà. Donc toi, ton état d'esprit pour l'instant, c'est rester en tirage, mais dans l'idéal, oui. Merci. Vas-y, continue. La question, en fait, quand on me l'a posée, je ne savais pas trop quoi répondre. Et avec du recul, en septembre dernier, je suis partie faire mes études à Lille. Et avant de partir, j'ai dit à ma mère, non, mais je ne reviendrai plus, la tirage, sinon c'est fini pour moi. Et finalement, arrivé à Lille, tous les week-ends, je rentrais chez moi à Verdun. Parce que j'aimais bien être à Verdun. Je dirais peut-être pas le mal du pays, mais voilà. Et finalement, je suis contente d'avoir été éduquée, tout ça en tirage, parce que finalement, quand je suis dans le métro, je vois les poussettes, je me dis, mais c'est infernal, c'est impossible d'élever des enfants. Enfin, c'est possible, j'imagine, mais c'est pas les conditions que je veux. Et je me dis que finalement, il y a un temps à tout, donc voilà, peut-être partir, puis revenir, parce que finalement, on peut y trouver sa place. J'aimerais bien être justement dans l'engagement de dynamiser tout ça et épanouir les petits villages. Merci. Et ben moi, c'est tout le contraire. Je veux rester, bien sûr, mais je viens d'arriver, donc obligatoirement, je veux rester. Je suis arrivé il y a un an ici en tirage, donc à Frodestrée. Frodestrée, c'est pas, je l'ai choisi pour quelque chose, c'est parce que c'était une petite ville. J'habitais avant près de Lens, donc dans Pas-de-Calais, une grande ville, tu fais 3 potes, tu as un magasin. Et c'est vrai que, du coup, ce que je voulais, c'est déjà avoir cette ruralité, qu'on n'avait pas, ce terrain plein de terre, les modèles plein de terre. Je voulais ça, moi. Je voulais, moi. Et je veux cette ruralité, boire du bon vin et de la charcuterie, c'est ça. C'est ça qui parle. Ça arrive. Et donc, on a trouvé une petite maison en Frodestrée, ce qui est parfaitement, c'est parfait. Après on a vu que c'était peut-être pas le meilleur choix au niveau de la circulation, on pouvait pas se balader comme on voulait, sans voiture, tout ça. Mais moi, du coup, je vois un peu ce qui se passe ici, ce qui se passait dans mon ancienne commune.
Et je préfère ici. Alors, pour une chose. Une seule chose, c'est que je suis sorti des études en 2014. Début ce temps-là, je n'ai pas trouvé d'emploi. Pourtant, je cherchais Pôle emploi, mission locale, voilà, dans mon secteur, hors secteur. Je suis arrivé ici. Certes, la Pôle emploi ne m'a pas aidé sur le début, mais un jour, elle m'appelle. J'ai trouvé peut-être quelque chose pour toi, communauté de communes, c'est quelque chose qui ne va pas être dans le temps, mais qui peut te lancer. Je suis parti là-bas, j'ai été pris, aujourd'hui j'y suis, et ce qui me permet aujourd'hui de croiser des gens comme vous et développer mon projet. Donc je vais développer mon projet, monter mon entreprise. Si le boulot ne vient pas à toi, crée-le. Et donc c'est ce que je fais, j'ai toujours eu cette envie. Et voilà, donc je pense que quitter ça peut être une solution, mais à terme, je pense que développer la ville ou le territoire qui t'a vu naître et t'a nourri, je pense que c'est une des choses qui est importante, même si elle m'a pas vu naître et m'a pas nourri tout de suite. Mais c'est vrai qu'il est important de faire vivre ces petites communes, même les petits villages, parce que c'est vrai que tout à l'heure j'ai dit les villes et petites villes et grandes villes, mais on est plus sur des petits villages et des plus grands villages. Et c'est pour ça c'est important de ne pas trop mélanger les choses et d'avoir un avis d'un côté, un avis de l'autre et faire la séparation entre les deux et se dire ici c'est bien mieux que d'autres pays. On dit souvent que l'herbe est toujours plus verte ailleurs, mais c'est pas faux. Donc il y a un petit peu en voilà, parce que c'est pas peut-être une demi-heure par personne. Donc en conclusion, tu restes ici. J'aurais voilà. Parfois, alors c'est vrai qu'actuellement l'atelier d'insertion, l'idée effectivement, c'est des contrats qui sont renouvelables, Paul, renouvelables une fois ou deux, voilà. Sur les jusqu'à 2 années, je crois. Et après, effectivement, il va peut-être se faire repérer par une entreprise. Voilà. Merci. Bonsoir. Donc, moi, personnellement, pour mon projet, je ne sais pas réellement si je vais rester ou si je vais partir. Avant, je voulais partir, mais avec du recul, je me pose justement la question, est-ce que je dois partir? Forcément, la réponse sera oui, parce que mes études vont pousser à partir peut-être de la tirage. Mais après mes études, est-ce que je devrais revenir? Honnêtement, je ne sais pas, parce que qu'est-ce qui me pousse personnellement à rester en tirage? La seule réponse que j'ai pour l'instant, c'est, elle est peut-être pas si noble que ça, c'est avoir un petit club de tennis de table où je suis inscrit. Vous me direz, je peux toujours m'inviter dans un autre club, mais c'est pour l'instant la seule raison que j'ai vraiment de rester en tirage. Après, je ne sais pas vraiment si mon métier me permettra, me permettra de rester ici. Peut-être que j'aurai une affectation ailleurs que le tirage. Mais est-ce que je serai vraiment poussé à y revenir? Je ne sais pas. Je ne sais donc pas si je resterai. Jean-Marie. Tu veux bouger? Ouais. Les fonctionnaires arrivent souvent à revenir. Bon, merci. Alors, moi, mon point de vue, ça va rejoindre un peu celui de Flavian. Bon, alors, je suis qu'en 3e, donc niveau plan d'avenir, je me vois lycéen, c'est déjà pas mal. Sinon, après, je pense que pour les études, je vais sûrement monter vers Lille, vers Amiens. Mais ça, j'aimerais bien revenir en tirage parce que... Ouais, puis oui, voilà, c'est chez moi où on se sent bien. Même si la météo va me contredire, mais il fait beau des fois. Quand même un petit peu. Puis bon, j'ai papa-maman pour manger. On va pas se mentir, ça peut être pratique. Sans censure. Alors moi, je compte déjà faire mes études à l'étranger et puis peut-être par la suite revenir en tirage parce que tout simplement déjà il y a ma famille en tirage, toute ma famille presque, et puis aussi les paysages ils sont très jolis et puis alors moi je compte partir à Amiens l'année prochaine pour faire des études de médecine. C'est ce que tout le monde me dit, mais en fait
m'attire pas ici. Non, mais j'ai déjà vécu en grande ville, et quand on arrive en tirage, bah, on est en tirage. Et, du coup, je sais pas du tout ça réfléchir, parce qu'il y a des points positifs comme des points négatifs, mais pour l'instant, je ne pense pas revenir. Désolé. Donc pour ma part c'est pareil, donc je pense partir à Amiens l'année prochaine pour faire des études de médecine. Et donc pareil, donc je suis vraiment très sceptique pour revenir en tirage. Même si on me propose un salaire en plus pour revenir en tirage, je ne sais même pas si je reviendrai en tirage parce que je trouve qu'il manque assez de dynamisme territorial et je pense partir. Alors qu'est-ce qui pourrait peut-être enfin je peux te permettre une question, pourquoi tu parles de dynamisme territorial? Tu peux un peu développer? Qu'est-ce qui te manque? Je trouve qu'il n'y a pas assez d'événements culturels, il n'y a pas grand-chose qui bouge en tirage. Après ça reste mon point de vue, mais donc je préfère partir aussi pour ces raisons. Et il n'y a pas grand-chose qui m'attire non plus en tirage, même la météo. On a... Donc voilà. D'accord, merci. Alors maintenant on va encore poser quelques questions. Alors vous avez des questions sur justement le fait de l'amener en tirage? Vas-y. On a vu dans l'enquête que la plupart des jeunes étaient inquiets pour leur avenir et comptaient partir, pour des raisons compréhensibles comme le manque de travail ou l'accès aux études supérieures. Donc ma question était de savoir si vous êtes réellement inquiet de voir la plupart des jeunes partir de la tirage, et si oui, est-ce que vous menez des actions personnellement pour résoudre ce problème? Rapidement, parce que moi je devais devoir vous quitter, donc si je peux intervenir, puis après je suis désolé, je devrais m'en aller. Vous devez connaître Ademaquin. Ademaquin, c'est une entreprise d'excellence qui est installée à Harry, donc un village au milieu de nulle part, hein, c'est même pas Berlin, c'est Harry. Et donc cette entreprise, elle a vu le jour parce que un jeune qui était issu de Harry, donc Pierre-Yves Boulière, a souhaité s'installer en Thiérache. Et aujourd'hui, il y a plus de 120 salariés, puis c'est à l'international, etc. Donc nous, on compte sur vous. En réalité, quand on évoque aussi que l'État puisse intervenir pour nous mettre dans des situations favorables, d'accord, mais c'est aussi vous qui ferez l'avenir de la Thiérache. Et c'est vos initiatives et les implantations que vous souhaiterez installer à partir du métier que vous avez créé, et donc du dynamisme que vous apporterez sur notre territoire thiérachien et dans l'aide en général. Donc il ne faut pas désespérer. Nous, je pense que les collectivités, il faut qu'on accompagne essentiellement les porteurs de projets qui sont issus des territoires, parce que ce sont ceux qui resteront, sans doute, et ce sont ceux qui sont les plus attachés à faire en sorte qu'il y ait du développement et de l'attractivité dans nos territoires. Donc on compte beaucoup sur vous, et après il faut que nous, peut-être, on puisse mieux organiser les aides et puis l'accompagnement qui vous permettra de vous installer. Je compatis tout à fait. Je vous invite à aller visiter Ademaquin, hein, parce que je ne suis pas sûr si vous connaissez. En plus, je crois que c'est la première entreprise automobile des Hauts-de-France qui a été classée dans un jury, etc. Donc c'est une entreprise remarquable. Alors par rapport au travail, moi je suis toujours un peu, je vais peut-être faire un froid, mais à chaque fois qu'on rencontre des chefs d'entreprise, je voudrais que d'autres vont confirmer, on nous dit toujours qu'ils ont du mal à trouver du personnel en tirage. Alors, moi, ça m'étonne toujours. La dernière fois, à Saint-Michel, bon, c'est peut-être un peu particulier les Forges, la fonderie, la Ouest, Ademaquin, beaucoup de personnes qui travaillent à Ademaquin viennent des grandes villes, n'est-ce pas? Alors, c'est vrai que pour nous, ça nous interroge. Il y a d'autres entreprises régulièrement dans le bâtiment, etc. On nous dit qu'on a du mal à trouver du personnel. Alors, moi, en tant qu'élu, ça m'interroge toujours. Quand on voit 15 ou 16% de chômage, je me dis pourquoi on dit ça. Bon, alors peut-être que les métiers qui vous sont proposés ne correspondent pas à ce que vous voulez, c'est possible, il y a des choses à adapter. Par contre aussi, ce que je crois sûr, c'est que vivre en milieu rural, c'est un choix. C'est-à-dire qu'on ne vit pas en milieu rural parce que je crois que c'est un choix de vie, et on trouve, parce qu'on compare souvent le milieu rural et le milieu urbain, et on compare toujours le milieu rural en manque par rapport au milieu urbain. Vous ne trouverez jamais en milieu rural tout ce qu'il y a en milieu urbain, mais vous ne trouverez pas non plus en milieu urbain ce qu'on trouve en milieu rural. Et je crois qu'on a peut-être, nous aussi, les élus du milieu rural, on n'est peut-être pas assez positifs par rapport à ce qu'on trouve en milieu rural.
évidemment. Et quand on parle des fois des distances, moi ça me fait toujours un peu sourire. Quand vous habitez dans la banlieue de Paris, que vous voulez aller au centre, vous mettez calculez le temps que vous mettez pour aller à un spectacle ou autre. Vous ne mettrez pas plus de temps en tirage, sinon moins. Pour aller au cinéma, par exemple, ils sont. Non mais, je crois qu'il faut aussi faire attention dans nos têtes. Alors après, vous ne trouverez pas tout ce que vous trouvez en grande ville, évidemment. Je ne suis pas là pour vous dire qu'il faut vivre en milieu rural. Je pense que ça doit être un choix par rapport à... Ben, évidemment, quand on vit en milieu rural, il y a des choses différentes qu'on ne trouve pas en ville, mais il y a aussi des choses intéressantes qu'on peut aimer ou pas aimer, voilà. Mais parce que moi, ça me gêne toujours un peu qu'on oppose les deux et qu'on trouve que le milieu rural, il est en déficit par rapport au milieu urbain, alors que c'est deux mondes différents. Voilà, mais en même temps, moi, il faut choisir. Voilà. Donc, ce que je vous dirais simplement, c'est que vous avez l'âge, je félicite la demoiselle qui va partir à l'étranger, parce que vous avez l'âge des découvertes. Donc, c'est vrai que si vous avez envie de partir, si vous avez envie de voir autre chose, et c'est le moment de le faire. Après, peut-être que vers 40-50 ans, lorsque vous aurez vu des choses, vous aurez compris qu'ici c'est super et que vous reviendrez. Il y en a peut-être qui auront compris que c'était nul et que jamais ils remettront un pied ici. Mais il faut voir, il faut découvrir, il faut comparer. Et aller surtout à l'étranger pour voir ce qui s'y passe et pour revenir nous rapporter des idées intéressantes pour votre génération. Parce que c'est vous qui allez construire le futur de la ville où vous serez ou peut-être de la Thiérache. Mais il faut aller voir, découvrir, soyez curieux et plein d'initiatives. Et notre génération compte sur vous parce que l'avenir économique, il est entre vos mains. Et il y a plein de choses à faire. Je reprends plein d'idées, j'ai entendu parler des commerces, choses comme ça. Des problèmes de communication, vous avez les réseaux sociaux entre vos mains, vous avez l'Internet, vous voulez monter une entreprise, aujourd'hui on n'a plus besoin de bâtiment, il suffit d'avoir un simple serveur chez soi, monter une boîte ça coûte rien, ça coûte 100 €, donc ayez de l'imagination, vous aimez le cinéma, je sais pas, achetez le logiciel Blender, même je crois qu'il est gratuit, faites de la 3D, vous ferez du cinéma chez vous, voilà, vous serez peut-être le prochain Luc Besson, il reviendra peut-être de tirage, je sais pas. Renseignez-vous, cherchez sur Internet ce qui existe, découvrez des choses et puis ayez de l'imagination. Et on vous fait confiance. Je vais vous parler un peu de mon parcours. Alors, par contre, excusez-moi, on va aller sur des témoignages assez rapides. Il est 20h, on arrive presque à 2 heures de débat. Allez-y. Et donc vraiment. Je suis française et canadienne. Je suis un peu comme vous. Au départ, je disais la Thiérache, j'en ai marre, etc. Je suis partie, j'ai vu beaucoup de choses, beaucoup de pays. J'ai travaillé dans beaucoup de pays, ma profession me l'a permis. Je suis revenue dans cette région. Je vois qu'il y a beaucoup de choses au niveau culturel, comme vous dites qu'il n'y a pas grand-chose. Je vous recommanderais de regarder Terraskia. Vous pouvez vous inscrire, vous pouvez inscrire aussi les activités qui existent dans notre région. Vous avez des petits théâtres dans notre région qui sont très intéressants. Et les coûts, on va dire, je vais au théâtre à Paris, je vais au théâtre à Lille, je vais au théâtre à Bruxelles. Je vois des pièces identiques dans notre région à des coûts beaucoup moindres. Les cinémas, c'est la même chose. Vous avez l'eau, vous avez le cheval, vous avez plein d'activités possibles dans votre région. Vous cherchez peut-être des activités qui sont à la mode, mais vous ne regardez pas les activités qu'il y a dans nos régions. Voilà. Donc, je pense qu'il y a Guilain, je trouve que c'est bien, tu as trouvé ta voie, et tu vas dans ta voie. Ça, c'est quelque chose qui est important. Yves-Marie, et ensuite, je pense que les questions sont... Oui. Non, mais moi, d'abord, je féliciterai tous ceux qui sont là, les jeunes. Hein, ils sont dynamiques, ambitieux, etc. Mais dans le Conseil de développement, nous avons fait des constats, parce que vous n'êtes pas tout à fait représentatif. Par contre, je vois dans le questionnaire que quand on dit les jeunes souhaitent finir leurs études en Thiérache, il y en a quand même 137 qui ne se sentent pas concernés, hein, sur les 400. C'est quand même beaucoup. Ça confirme un petit peu, nous, le soupçon qu'on a, à savoir qu'il y a des jeunes en Thiérache qui n'ont pas d'ambition, ou peu d'ambition. Et donc, moi, je ne donnerai pas de conseils. Mais simplement, il faut que nous, qui sommes plutôt en responsabilité, nous donnions les moyens aux jeunes, par des systèmes, pour les pauvres, vous les connaissez bien, pour la créativité, la connaissance. Je suis d'accord avec madame qui vient de parler, mais encore faut-il que les jeunes puissent être attirés. Et donc, il y a un mot, il y a quelque chose, je pose une question technique, hein, mais n'empêche qu'à partir d'un constat, il faut faire quelque chose. Lise, vas-y, ouais. Elle voulait réagir.
là, sur le micro. Il y avait M. Prince qui voulait parler, enfin, allez-y. Du coup, je voulais juste rebondir sur ce que vous disiez. Les pas concernés, ça peut peut-être aussi justement concerner les jeunes qui, comme moi, ont fini leur cursus scolaire. Ou, par exemple, moi, j'avais envie de faire un master à la base, sauf que j'avais pas les moyens. Donc après, je pense qu'il y a ces questions-là aussi à prendre en compte, parce qu'en TRH, les études que je souhaitais faire, ça n'existe pas, enfin, il n'y a pas. Mais après, c'était très ciblé aussi. Et du coup, ça engage beaucoup de frais, il faut un appart, il faut partir, enfin voilà quoi. Et je pense qu'il y a ça aussi en prendre en compte en fait. Merci pour cette solution. Voilà. Non, moi juste 2 mots, puis vous faire part aussi de mon expérience personnelle. Je pense qu'il faut baser son avenir aussi par rapport à son envie professionnelle. Il y en a certains qui veulent rester en tirage parce que la tirage est belle, etc. Moi je suis originaire du Jura, donc je pourrais dire aussi que le Jura est très joli et qu'il y a l'hiver, il y a la neige, on peut faire du ski, etc. Et j'ai osé partir à 16 ans pour aller découvrir d'autres choses. Et pour des raisons professionnelles, je suis arrivée en tirage. Et maintenant, je ne partirai pas de la tirage. Donc je pense qu'il faut aussi aller voir ce qui se passe ailleurs et découvrir d'autres régions pour après peut-être s'installer et être épanoui dans une vie professionnelle et sur un territoire qu'on n'aurait pas pensé à l'âge de 16 ans. Voilà, on va tout doucement vers la fin du débat. Est-ce qu'il y a encore des interventions? Je vais répondre de façon précise à Elia, puisqu'il nous a posé la question de savoir si on avait peur de voir partir les jeunes de la tirage. Alors moi je te réponds tout simplement, et moi ça ne me fait pas peur du tout, parce que le discours que tu tiens, c'est celui que je tenais moi aussi il y a de nombreuses années, puis voilà, on va faire des études ailleurs, et tant mieux. Tout à l'heure Nicolas Fricoteau parlait de Maquin, le fils Moulière, il n'est pas resté à Harry toute sa vie, à un moment donné il est parti aux États-Unis, et il est revenu. Et voilà, moi je décoteau, je me dis, bon, le climat n'est pas terrible, j'en ai marre, il n'y a jamais rien, machin. Enfin, c'est ce qu'on dit quand on a ton âge, excuse-moi de le dire, mais t'es pas autrement comme on était là-dessus. Et puis voilà, puis on va à Lille, et puis on est comme Chloé, on dit que, bon sang, finalement, l'herbe elle n'est pas plus verte, c'est vrai, et qu'on n'est pas si mal que ça en tirage. Toi, tu bénéficies, et toi aussi d'ailleurs, d'un dispositif là, qui a été monté par l'ARS et puis par le rectorat de l'Académie d'Amiens, c'est Paris qui fait l'ARS. Vous avez la filière essence santé au lycée, on n'en parle pas assez, hein. Ça aussi il faut le dire. Parce qu'on est un des rares établissements, et d'ailleurs je le dis aux députés, si tu veux expérimenter le code de la route, c'est bien de le faire aussi dans un lycée public. Non mais voilà, je veux dire, parce que c'est peut-être plutôt dans ces lycées-là qu'on trouve ceux qui ont plus besoin d'être aidés. Bon, bref. Et donc je reviens là-dessus, vous êtes au lycée d'Hirson, vous êtes dans l'un des rares lycées qui préparent ça. Et le pari de l'ARS, c'est de se dire quoi? C'est de se dire finalement, puisqu'on manque de médecins en tirage, il faut qu'on suscite des vocations en tirage. Peut-être que ces jeunes auront plus de chances de revenir que le Parisien, à un moment donné, pourrait être attiré par le tirage. Donc peut-être, Iliane, aujourd'hui tu trouves ça nul, et puis dans quelques années, tu diras, ben mince, finalement j'avais une vie pas si belle que ça, au Menton. Je ne mettais pas 3 heures pour faire 10 km. Je ne payais pas 1000 € de loyer pour avoir 60 mètres carrés. Enfin, voilà. C'est un peu ce qu'on a tous dit. Donc moi, quand tu dis est-ce que ça me fait peur? Non, ce qui me ferait peur, c'est que tu dis justement je ne veux pas bouger d'Hirson, parce que c'est la difficulté qu'on a nous, les élus, hein, aussi. Là, cette fois-ci, c'est plus le proviseur, c'est l'élu qui parle. Moi, ce qui me rend malheureux, et je reviens à ta question tout à l'heure, j'ai découvert les permanences d'élus quand je suis devenu maire, il y a 3-4 ans. Et quand je vois des jeunes, on ne va pas revenir sur les contrats aidés, mais quand je vois des jeunes qui viennent me voir pour trouver du boulot, des jeunes qui ont arrêté à 16 ans, pour certains je les ai connus d'ailleurs, je n'ai pas jusqu'à leur dire, tu vois, je te l'avais dit, mais enfin bon. Hein, ça. Mais voilà, ce qui me ferait peur, c'est que tu me dis, je ne veux pas bouger de l'homme, hein, quand je vais en Montbreak, je vais essayer de trouver un truc dans le coin, machin. Ça me ferait peur. Là, toi, tu me dis, je veux faire médecine, je veux partir, je ne reviendrai pas, je veux dire autant que tu opères, comme on dit au tirage. On en reparlera dans une dizaine d'années. Hein. Voilà, mais voilà, t'es pas autrement qu'un autre, et t'es pas autrement que je l'étais, moi, quand j'étais lycéen, au lycée d'Hirson comme toi. Voilà. Merci. Alors, on arrive à la fin du débat. Alors, est-ce qu'il y a encore des choses à dire? On s'est tout dit à ce stade-là. Je vais demander à Sophie Bovary de se rapprocher. À Céline Babi aussi. Si tu veux bien, Céline, elle va dire 2 mots. Voilà. Ce qui va se passer demain et après-demain. Sophie? Alors, enfin, ce qui va se passer demain et après-demain, je voulais
rapidement quand même appuyer sur l'aspect jeunesse de l'événement, parce que bon, le démarrage s'est fait aujourd'hui, mais c'était un travail quand même d'une longue année avec les centres sociaux partenaires. Donc je le répète, hein, Hirson, l'APTAR et les Franquins. On s'est réunis à plusieurs reprises et on a vraiment voulu développer cet aspect. Et donc ça va se poursuivre tout au long de l'événement, avec demain, d'ailleurs dans les porte-paroles, certains jeunes ont déposé des dossiers dans un concours que l'on appelle la pouce coup de pouce. Ils vont présenter ces dossiers face à un jury demain matin. Et il y a donc 3 prix à gagner, un prix de 500 €, de 300 et de 200 € afin de pouvoir développer leur projet sur le territoire, sur des thématiques de développement durable, de citoyenneté. Donc le premier aspect qui est quand même important, qui va se poursuivre l'après-midi par le biais d'un village jeunesse. Voilà, donc toute l'après-midi, un village jeunesse va être monté sur l'événement. Les jeunes vont présenter leur projet au grand public et on a également l'ensemble des partenaires du territoire qui travaillent avec la jeunesse ou pour la jeunesse qui seront présents en matière de logement, de travail, donc la mission locale, etc. tiendront un stand pour informer les jeunes. Voilà, donc ça c'est vraiment pour l'aspect jeunesse. Et après, bien entendu, l'événement pour lequel la famille de Sophie ont passé des journées entières à installer les locaux ici, pour accueillir l'événement comme il se doit, donc avec des animations culturelles, des animations sportives qui vont s'adresser du plus petit au plus grand tout au long du week-end. Et ça démarre demain à 13h30, donc n'hésitez pas en tout cas à venir nous voir dès demain. Ce sera avec plaisir qu'on vous accueillera. Merci. Alors, on va vous demander un petit peu d'attention avant de partager. Alors c'est même plus que le verre de l'amitié, hein, il y a des bonnes choses à déguster, j'espère que vous pouvez rester. Je voulais vraiment peut-être remercier l'ensemble des jeunes pour le travail accompli, on peut les applaudir. Merci beaucoup. C'est vraiment plus de l'Assemblée. Merci à tous, aux élus, tout ça. Alors ici nous sommes effectivement à la ferme Henri IV et donc là, le débat avec la jeunesse est clos. Bon, il y a une autre jeune qui est là et qui veut prendre la parole. Voilà. Voilà, moi je voulais vous remercier d'être venu parce que c'est pas du tout évident de salir ses chaussures quand on est élu pour aller dans une ferme. Bio qui plus est, c'est quand même très connoté. Donc merci à tous et merci beaucoup aux jeunes qui ont discuté. Moi je suis une ancienne jeune, pas non plus encore trop vieille, ça va. Et je suis partie de Tirage et je m'étais dit que je ne reviendrai jamais parce que voilà, pas l'accès à la culture, une ferme c'est pas facile à gérer, surtout quand on est une fille, toutes ces choses. Finalement je suis revenue et je suis revenue parce que je me suis dit qu'en Tirage il était possible de faire des choses, que peu de gens y croyaient vraiment et qu'on ne se donnait pas les moyens en Tirage d'être fiers de notre territoire. On est dans une situation comment dire, la politique, qu'est-ce que c'est si ce n'est la conjonction? Quand on peut faire une action politique, c'est parce que les citoyens sont d'accord, les élus sont d'accord et que ça correspond à l'ère du temps. L'ère du temps, c'est plus qu'un effet de mode. C'est vraiment quelque chose qui est en train de changer là et on sent que l'ère du temps change. On est en train partout d'essayer de ralentir sur plein de choses. Pas sur la croissance économique, je suis d'accord, mais sur plein de choses, on essaie de ralentir. La tirage, elle est en retard. Comment est-ce qu'on peut faire maintenant plutôt que de rester à la traîne encore et voilà, comment est-ce qu'on peut valoriser ça et essayer d'en faire quelque chose de positif. On a tout ce qu'il faut ici, on a des territoires qui sont superbes en termes de paysage, on a beaucoup d'agriculture encore, on a aussi des jeunes qui sont là et qui se posent la question de rester ou pas, qui ont conscience de leur cadre de vie aussi. Et en fait, juste, je pense que ce qui manque là, c'est du courage et de la foi politique en vos missions, à vous, élus. Voilà, de dire, la tirage, on y croit et on peut vraiment se donner les moyens de faire quelque chose. Je suis d'accord sur le fait que ce soit les citoyens qui doivent d'abord aussi agir pour leur territoire concrètement, mais on a besoin du soutien des élus et on a besoin d'élus qui soient présents. J'arrête pas de le dire à certains, j'ai déjà croisé beaucoup de fois, mais c'est vraiment important, je pense que vous avez vraiment... c'est la bonne conjecture, mais la rencontre là, c'était la rencontre entre tous les acteurs potentiels qui pourraient faire de la tirage quelque chose de vraiment positif et d'attractif pour beaucoup de gens. Il y a des échéances politiques qui arrivent, qui sont par exemple l'ouverture du PNR en 2020 de la Vénois, qu'est-ce qu'on en fait? C'est des choses intéressantes en termes de tourisme qui peuvent aussi aider. Il y a plein de pistes en fait à aborder qui sont compliquées parce qu'il y a le département, les départements ne sont pas les mêmes, etc. Il n'y a pas que ça non plus, il y a les circuits courts, etc. Et voilà, ça c'est à vous aussi d'être acteur de ça. Voilà, maintenant je pense qu'il va falloir aller déguster des apéritifs régionaux et un petit peu de repas. Merci à vous d'être venus, en tout cas c'est très chouette et voilà.
Radio Franca, la radio des enfants de Tirage.